presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis, de retour dans nos studios parisiens et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute ça va bien. Alors j'avais envie de dire on a pris le soleil à Marrakech, mais pour une fois c'est pas le cas. On a pris froid, j'étais malade comme un chien. Je dirais même mourant. Tu m'as vu à mon plus bas. C'est vrai. Tu m'as vu à mon plus bas. Le retour était difficile. Ah ouais, le retour marathon. Merci d'être allé me chercher des petits médicaments, vraiment. Et on a tous besoin d'un chichi. Comme quoi, tu vois, j'avais le spot pour te remplacer, je l'ai pas pris. Je suis vraiment gentil. J'ai pas pris tes médicaments, tu crois que je te connais pas. Bon, vous m'entendrez un petit peu tousser pendant l'émission. C'est la fin de ma maladie et non pas la fin de ma vie. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un inventeur, un entrepreneur, un créateur de robots tueurs. Non, c'était peut-être pas tueur. Ils n'étaient pas tueurs. Ah non, c'était pas toi. Pas encore. Ramesh Kossi est avec nous. Salut Ramesh. Salut Ramesh. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très content de faire ta connaissance, de te découvrir pendant cette émission. On va refaire un petit peu tout ton parcours. Vaste programme. On a le temps. Tu nous as déjà parlé tout à l'heure d'une chambre de 7 mètres carrés où vous étiez beaucoup. On va revenir sur tout ça. Déjà, d'où viens-tu, Ramesh? Où est-ce que tu es né et comment tout a commencé? Écoute, moi je suis né à l'île Maurice, à Port-Louis. Okay. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Première ville, Strasbourg. Et froid. Ensuite... Ah oui, ça a dû changer de climat. Ouais, radicalement. Et puis, écoute, avec un profil là-bas de Strasbourgeois, plutôt froid aussi, avec le climat, mais très chaleureux. Une fois qu'on les connaît. Et puis de Strasbourg, on a bougé, ça a été la grande promotion sociale dans la banlieue de Paris, Argenteuil. La grande vie, quoi. Ils faisaient quoi, tes parents? Alors, mon papa, lui, il est venu en France. Il était étudiant. Donc, il a eu la grande chance d'avoir une bourse pour venir étudier en France. Et puis, après avoir un parcours un petit peu comme tout le monde en Nancy, il a fini au ministère de l'Intérieur. Il travaillait, dans le cabinet, s'occupait de toute la partie rédactionnelle. D'accord. Et tu arrives avec plusieurs frères et sœurs? Ouais, alors, c'est une histoire un peu compliquée. Hein. D'abord, il y a mon père qui est venu. Ensuite, il a fait venir ma mère. Ensuite, ma mère est venue avec mes 2 frangins, les plus grands. Moi, je suis resté avec ma grand-mère qui m'a élevé, qui est partie il n'y a pas longtemps d'ailleurs, paix à son âme. Et d'ailleurs, mon père aussi est parti il n'y a pas longtemps aussi. Donc, c'est une petite période un peu compliquée comme ça. Enfin bref, j'ai grandi à l'île Maurice, élevé par ma grand-mère. Ensuite, mon père est venu me chercher. Et puis, je l'ai suivi, puis on arrive en France. Et là, tu arrives en France. Tu te souviens un peu de cette période? Parce que tu as 4 ans. Alors, je me souviens super bien. Moi, j'ai on va dire, une mémoire correcte. J'ai des souvenirs quand j'avais 2 ans et demi. Ah ouais? Ouais, écoute, il paraît que les souvenirs que l'on a, on les cultive, on les fait vivre, on les modifie un peu. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. C'est ce qu'on dit. Il y a beaucoup de vrai là-dedans, mais il y a une base qu'on garde. Et cette base, elle est liée à beaucoup d'émotions qu'on a reçues. Et j'ai reçu pas mal d'émotions en étant jeune, avec des situations où on n'était pas très riche, donc on est tout le temps dans les plans galères. Donc j'ai plein de souvenirs, des marqueurs forts comme ça, qui sont restés en moi et que je cultive, parce que j'aime bien rester un peu, Il y avait bagage culturel, je le porte en moi. Il y avait ce rêve des gamins, cette image de se dire, on vient dans la métropole, c'est un peu l'ascenseur social, on va avoir droit on va avoir plus de chances, pouvoir faire plus de choses. On se le dit déjà des gamins, il y avait un peu ce truc-là. Tu l'as ressenti ou pas? Jamais. En fait, moi, je suis venu chez mon père, venu me chercher, mais je voulais pas partir parce que ma grand-mère était restée à l'île Maurice. Et j'ai dit, mais pour moi, c'est une sorte de kidnapping. Ça a été très mal vécu. Je voulais pas monter dans l'avion. J'essayais de m'enfuir de l'avion. Je descendais les marches. Ah bah oui, en cavalant. Ils m'ont cavalé après. Je courais vite quand j'étais petit. Hein. Ils m'ont cavalé après. Ils m'ont remis dans l'avion. Ça a été un enfer pendant comme ça plusieurs années. Je disais tout le temps à mes parents, mais on repart quand? Parce que moi, je veux pas rester là. Et puis, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour que je change de mindset, c'est de faire venir ma grand-mère. Mais je suis sérieux, ma grand-mère aussi voulait pas venir. Mais elle est venue parce qu'elle s'est dit, j'ai fait grandir, j'étais son petit chouchou, et puis je voulais pas vivre sans elle, donc elle est venue. Voilà. Et donc, tu te retrouves à Argenteuil, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, où vous avez genre petit appartement, famille chaleureuse, quoi. Ouais, je pense comme beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, si tu veux, on vit dans des conditions assez précaires. Donc, on avait au départ un petit 7 mètres carrés.
On était Alors, quand même 7 pas mal. mètres carrés, c'est Ouais, mais tout il y a un petit. Je me rends début. pas compte, c'est vraiment petit, quoi. C'est très petit, hein. Ouais. Puis après, quand tu passes de 7 à 20, du coup, tu apprécies. Hein. C'est Ouais. énorme. Hein. Il y a un gap mental. Tu dis, waouh, c'est Versailles. C'est luxe. clair. Voilà. Puis après, on a eu un appartement à F4. Formidable. Voilà, dans la cité, un petit peu entouré de l'élite de la France. Un grand bonheur, quoi. Non, mais moi, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai vraiment aimé cette période-là, parce que c'est une période où tu parles avec des gens sincères, qui sont comme ils sont. Tu n'es pas dans des jeux, et franchement, je trouve ça pas mal. Tu grandis avec des rêves. C'était quoi ton rêve de gamin? Alors là, moi, je suis rempli de rêves. Tu vois, quand je suis arrivé en France, j'avais pas vraiment d'amis. Je parlais pas encore la langue. Et donc, l'école, c'était très dur. Moi, la première phrase qu'on m'ait dit en arrivant, c'est pas très beau, hein, mais c'est la réalité. La première chose qu'on me dit, c'est sale nègre. Je fais waouh, ouais, ici les gens sont sympas. Sympa, bonne ambiance. Ouais, c'est belle ambiance tout de suite. Mais après, je me suis dit, bon, bah écoute, les gens sont un peu comme ça, c'est la vie. Je vais me durcir un peu. Et je pense que ça m'a permis toute ma vie de garder une sorte d'être ouvert, mais d'avoir une sorte de carapace comme ça émotionnelle. En tout cas, le mieux que je pouvais. Mais j'étais, comment te dire, plein de rêves. Pourquoi? Parce que le premier truc sur lequel je suis tombé, c'était un journal qui s'appelait Strange. Bien sûr, ouais. Et Strange qui est... Ouais. Ouais, c'est les alors, je sais pas si ça super-héros, les existe plus. Marvels. Ça Pardon n'existe plus Non, aujourd'hui. ça n'existe plus. Ça a été, ils ont arrêté, ça a été remplacé. Un magazine de science-fiction, un peu quoi. Un peu. Ah ouais, Mais gros, c'était du comics. gros. C'était ça. des comics, ouais. Les comics, Spider-Man, le Surfeur d'argent, Galactus, les X-Men, grand fan. Ce qui fait que très jeune, j'ai toujours été un grand fan de ça. Donc j'ai passé mon temps un peu dans ces rêves, à vivre un peu dans ma petite bulle. Et puis du coup, ça m'a fait aimer plein de trucs comme la science-fiction. Voilà, j'étais en boucle là-dedans. Donc quand tu étais petit, tu étais déjà intéressé par la science, Ouais, par le futur. par le Si futur. tu veux, le quotidien, quand tu regardes un peu, c'est pas mirobolant. Et l'avantage de la science-fiction, de la science, c'est que tu peux te projeter dans un monde où peut-être demain, tu peux aider ta famille à avoir plus de confort, tu peux aider à payer les crédits, à payer les fins de mois. Moi, c'est un peu ça les rêves, c'est d'avoir la famille autour, qu'on soit tous bien. C'est dans la famille, bon, mon père, lui, il a fait des études, mais sinon, la majorité des gens, c'est voilà, on fait ce qu'on a comme job. Donc, on a des gens qui ont femme de ménage jusqu'à restaurateur, à tout ce que tu veux, enfin des métiers où franchement c'est pas facile, c'est ta présence, c'est ton énergie au quotidien que tu donnes, tu vois, c'est pas juste ton temps, c'est beaucoup de choses de toi, mais ces gens-là ils le font parce que derrière faut payer le pain, faut ramener le riz, faut payer le loyer, faut payer l'électricité, et moi je trouve ça géant quoi de prendre soin de sa famille, donc voilà, je suis plutôt un family man, tout ça contribue à te structurer. Et à quel moment, là, quand tu as cette petite passion pour le futur, la tech qui naît un peu, tout qui se recoupe, quoi. Là, t'as quoi? T'as quel âge environ? T'as 8-10 ans, on va dire? Bah, mon premier Strange, c'est le premier truc sur lequel je tombe. Bon, je suis jeune, hein, je dois avoir, allez, pour pas dire de conneries, on est entre 6, 8, ouais, un truc comme ça. Mais j'avais déjà reçu de petites fascicules avant. Mais voilà, cette période-là est bonne. Et comment tu transposes ça en te disant que tu vas avoir besoin, tu vois, de l'école pour y accéder finalement à ta passion pour plus tard? Tu te mets directement, t'es un bon élève à ce moment-là, tu bosses pas trop, plutôt Alors, flemmard ou bosseur? Écoute, sincèrement, mon père m'a jamais trop laissé le choix. Mon père, lui aussi, on a une histoire pas facile. Tu sais, à l'île Maurice, plus de 70% des gens qui sont dans l'île, ce sont des gens qui sont venus au début des années 1800. Pourquoi? Parce que lorsque les Anglais ont gagné la bataille en Inde, beaucoup de gens ont fait le choix de quitter le pays. Et en même temps, se met un programme, ce qu'on appelle d'indenture labor, c'est-à-dire de travailleurs indépendants, et les gens profitent de cela pour quitter l'Inde, il faut le dire comme ça, essayer d'avoir une vie meilleure. Et mon père, lorsqu'on arrive à Maurice, on est agriculteur, hein, il faut faire le pays, il faut débroussailler, donc c'est des jobs pas faciles, et il y a la canne à sucre. Donc un peu toute ma famille là se retrouve avec ce mindset de dire faut qu'on travaille la canne à sucre, faut qu'on travaille la terre. On a juste une petite particularité, c'est que quand tu arrives dans une île et qu'avant tu avais un statut différent, ce qui était le cas de par mon arrière-arrière-grand-père, nous on est ce qu'on appelle des kshatriyas d'origine indienne, c'est-à-dire des chevaliers, ça se traduit comme ça. Et de l'autre côté, on est des pandits, ce sont des prêtres. Donc tu vois, c'est un peu une sphère qui est un peu à part. Et quand tu arrives et quand tu démarres de 0, 0, 0, 0, il y a toujours dans la famille ce fond culturel qui traîne. Et mon grand-père a dit à mon père, toi, tu vas pas faire comme nous, tu vas étudier. Et donc à partir de là, mon père, dans un petit village à l'île Maurice, c'est lui qui bâtit l'école.
À l'époque, tu sais, les gens de couleur ne vont pas trop à l'école. Tout est un combat. Hein. C'est très difficile d'avoir l'équivalent du bac là-bas qu'on appelle le HHC. Mais mon père, bon voilà, il a cette petite agilité, il en a dans la tête et il y va. Et donc, ça lui permet de travailler, de monter. Et c'est comme ça qu'on arrive en France avec cette culture de dire l'école, c'est essentiel dans la vie. C'est essentiel pour apprendre. La connaissance, c'est essentiel. Moi, toute ma vie, ça a été mon gros moteur. Apprendre. Pas forcément apprendre pour en faire quelque chose, mais apprendre avec l'idée de pouvoir, à un moment donné, changer son étoile, c'est-à-dire sa condition de vie. Alors justement, des fois, ce qu'on reproche à l'école, c'est de ne pas donner envie d'apprendre, de faire apprendre, tu vois, des fois, de façon un petit peu abrupte, par cœur, tout ça. De ne pas avoir forcément les meilleures méthodes d'apprentissage. Et c'est des fois ce dont on se rend compte en grandissant. On dit, putain, si j'avais aujourd'hui la chance de pouvoir retourner à l'école, je sais pas, faire de l'histoire, faire de la géographie, j'ai envie d'apprendre, mais on n'est des fois pas prêt. Comme, je sais pas, te faire lire un livre en français, on va te faire lire des livres qui vont pas du tout te donner envie d'ouvrir un livre par la suite. Est-ce que à cette époque, t'as l'appétence d'apprendre ou tu te forces? Alors, mon père me dit que c'est important pour nous. J'ai la compétence pour le faire, j'ai les capacités pour le faire, mais émotionnellement, moi, je suis chamboulé. Je suis plus intéressé par me dire, faut que je fasse autre chose. L'école, ça n'a jamais été trop mon truc, pour être sincère avec vous, lorsque j'étais jeune. Moi, j'étais plutôt soit un peu, j'aimais bien rigoler, j'étais un peu turbulent. Je profitais un peu de mes facilités. Le game, c'était d'avoir la note minimum pour qu'on me foute la paix. Et donc, voilà, j'essayais un petit peu de mettre mon énergie là-dessus pour qu'on me foute la paix, pour pouvoir déconner avec les copains. Après, l'autre point, c'est que très rapidement, moi, je me suis mis à travailler. Je travaille depuis l'âge de 13 ans, je fais des petits jobs. Ça permettait de ramener un petit peu de sous sur les marchés, à monter des gondoles, enfin, tous les jobs de conneries qu'on peut trouver. Voilà, j'ai la manute, des trucs comme ça. Tous ces trucs de manute où voilà, on te paye un peu en liquide, tu te barres, tu prends ta thune. Et c'est un peu comme ça, je raconte un peu plus tard le poker d'ailleurs au passage, hein, mais toujours à se démerder pour payer un peu l'école, pour un peu travailler, pour payer les bières, les clubs. Voilà, c'est un peu ça le mot. 13 ans, 13 ans, c'est jeune. 13 ans, c'est un âge, tu sais, il y a des gens, ils travaillent depuis l'âge de 8 ans. Non, mais c'est pour les clubs et la bière, ans. Moi je dis que c'est un peu. Ouais, mais moi j'étais un mauvais garçon, j'ai jamais été l'image de premier de la classe et tout ça, je coche pas la case. Mais après, je suis calme. Hein. Non, mais je veux dire, les gens souvent ont l'impression que parce qu'on est calme, il y a des cases qu'on nous invente, mais je pense qu'il y a d'autres profils. Enfin, on est plein de profils avec plein de cases différentes. T'as un côté geek qui va émerger à cet âge-là, vers l'adolescence, quoi. Non, moi j'ai plutôt un côté rêveur, plutôt un côté visionnaire. C'est-à-dire, j'essaye de voir un peu ce qui se passe, j'essaie de me projeter dans le coup d'après. C'est un petit peu ça qui me caractérise. Après, ces choses-là viennent un peu parce qu'on te force pour avoir des diplômes ou rentrer dans un truc. Ça se construit un peu comme ça, tu vois. Donc, tu dis, OK, pour prendre de la thune, il faut que je fasse ça, il faut que je code un peu, il faut que je développe ça, mettre mon intelligence là. OK, on va le faire. Mais je crois que le truc, pour moi, il est un peu plus ailleurs. Je regarde un peu la société, je vois beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités. Ça me plaît pas beaucoup, cette histoire de parkage de toute l'immigration dans des cités comme ça. Il n'y a pas assez de mixité. Je pense que quand on est tous ensemble, on se rend compte qu'on est finalement tous un peu pareils. Et puis ça permet de faire baisser le niveau de tension. Parce que voilà, tu as des gens à côté de toi qui réussissent un peu. Tu dis, je vais me caler là-dessus. Plutôt d'être avec des gens pour dire la prochaine réussite, c'est d'aller casser, d'aller voler, de se bastonner ou de piquer à l'autre. Le fait de voir des mecs réussir parce qu'ils taffent, je pense qu'il y a quelque chose d'inspirant là-dessus. Et pour ça, il ne faut pas entasser les gens, il faut faire circuler les énergies, les vibes, esprits, les bonnes vibes. La bonne vibe, quoi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, tu restes à Argenteuil jusqu'à la fin de tes études? Ouais, Argenteuil, je suis resté très longtemps. Après, je suis reparti un peu sur Strasbourg. T'avais le bas du pays. Écoute, j'avais une grande partie de ma famille là-bas. Donc du coup, même s'ils caillent, moi j'aime bien les gens là-bas. C'est une jolie ville. C'est très beau, la petite France. Enfin, il y a plein d'endroits. Franchement, Strasbourg, moi, j'adore. Il y a de la bonne bière. Non, il y a plein d'atouts. Puis j'ai la famille, j'ai les cousins. Donc non, pour moi c'était bien. Donc ouais, non, il y a des petits allers-retours. Donc les études, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bac scientifique? C'est ça. On fait des études sérieuses. C'est ce que voulait mon père. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à me dire, l'école, il faut que j'arrive à en faire quelque chose, je me suis mis en tête un truc. Être le plus sérieux possible, décrocher mes diplômes pour pouvoir tout de suite aller dans un domaine où je pourrais être en mode start-up.
Parce que pour moi, en regardant un petit peu la cartographie des opportunités, l'administration, tu as plein de gens dedans qui fonctionnent bien, c'est pas du tout ma personnalité. Les grandes entreprises, on est sur des anciennes industries, les énergies, le transport et autres. On s'ennuie relativement là-dedans. Ouais. Voilà. Par contre, les technologies, parmi les petits boulots que je faisais, à un moment donné, j'en ai croisé un lorsque j'étais étudiant qui était super sympa, qui était celui de vendre à l'époque des ordinateurs. C'était les premiers IBM, tu sais, les gros bousins là qui valaient 40 000 euros. Il y en a qui valaient 40 000 francs, pardon, excuse-moi, 120 000 francs. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, c'est pas mal ce truc-là. En étant là-dedans, il y a plein de choses à faire. On peut inventer plein de choses, des bouts de programme, des bouts de code, des devices. Et ça permet finalement de faire partie du nouveau monde. Et donc, je me suis dit, je viens d'un endroit où les gens, ils ont pris toutes les places. Tout ce qui existe, c'est déjà verrouillé. En plus, avec ma tronche et ma couleur de peau, si tu veux, voilà, parfois, il y a des gens qui sont un peu lourds. Je me suis dit allons vers ce qui est nouveau et essayons de nous faire une place là. Là, tu as vraiment, tu vois, depuis tout à l'heure, ce que tu me décris, c'est vraiment la mentalité d'entrepreneur, finalement, de se dire, de penser très grand et de se dire, en fait, je veux changer le monde, avoir j'ai des idées différentes, je vois des choses qui me plaisent pas. Est-ce que tu as eu, justement, comme ça, tu vois, là, tu as tes diplômes, peut-être tu sors un peu de l'école. Est-ce que tu avais des idées de business, d'entreprise, de choses à faire déjà, quel qu'il soit, tu vois? Est-ce que tu avais ça? Ouais, moi, j'ai un truc... j'ai toujours été fasciné par cet environnement de super-héros. Et je me suis dit... Le Strange qui t'a jamais quitté. Qu'est-ce que je te dise c'est pour les parents, il faut faire gaffe à ce qu'on fait lire aux enfants. C'est clair que ça influence. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et j'avais vraiment cette idée de chaque fois de me dire, mais comment on peut avoir des super-pouvoirs? Parce que quand tu as des super-pouvoirs, la vie est belle quand même. Il y a des trucs, tu vois, tu n'as pas de casser la tête. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux inventer, moi aussi, pour contribuer au monde? Comment je peux créer quelque chose qui me permette d'être fier de moi, que la famille soit fière de moi, que je puisse ramener du pain pour tout le monde. Enfin, moi, je trouve ça finalement cool. Et dans cet univers-là, il y a à un moment donné, tu vois, tu as Star Wars qui arrive, tu as R2D2, ce petit robot. Je suis putain, mais c'est trop top ce truc-là. Tu vois, il y a plein d'idées comme ça qui m'animent, mais fondamentalement, je me dis, qu'est-ce que je peux inventer? Comment je peux créer quelque chose qui fasse que les gens, je puisse être utile à l'entreprise, à l'environnement, à la société. Donc oui, j'ai vraiment envie de voir comment je peux contribuer à ça. Et oui, il y a une mentalité d'entrepreneur, mais franchement, n'importe quel immigré, c'est un entrepreneur de la vie, pas forcément un entrepreneur au sens économique. C'est quelqu'un qui vient, qui doit rebondir, qui doit s'adapter. Et j'essaie de garder ce mindset-là, de ne pas m'embourgeoiser, j'ai jamais regardé quelqu'un de haut. Je m'interdis ça d'ailleurs, c'est dans mes valeurs. Donc oui, entrepreneur, c'est un mot qui me définit bien, mais entrepreneur de la vie, pas forcément sur un segment économique. Entrepreneur, j'aime apprendre, j'aime trouver des connaissances, j'aime réfléchir, observer. C'est plutôt ce type d'entrepreneuriat-là. S'il y avait un petit mot pour compléter ton mot d'entrepreneur. Tu parlais des ordinateurs. Tu as eu accès à ton premier ordinateur quand? Moi, quand j'ai commencé, c'était pas chez moi. C'était quand j'ai commencé à faire tous ces petits boulots-là. Je voyais tous ces trucs-là, un ordinateur... finalement, c'est pas mal, quoi. À l'époque, ça coûte quand même cher. C'est nouveau. Hein. C'est l'élite. Il y a des noms. Ça coûte cher. Les Atari, les MO, tout le bordel. Là. Il n'y a pas ça à la maison. Il y a Walou à la maison. Donc, moi, je veux bien, les mecs, des petits. Non. Des petits, il y a du pain sur la table. Tu essaies d'en bouffer. On voit après, OK. Mais par contre, quand tu sors, quand tu vas bosser, il y a des mecs, il y a des ordinateurs. Tu regardes un peu. Quand les gars ne sont pas là, tu squattes un peu. Quand ils vont bouffer, tu as 2 heures. Quand tu es là tard le soir... t'ouvres un peu, tu peux jouer avec et t'apprends comme ça et tu te démerdes. Parce qu'en plus, à l'époque, c'est tellement moins intuitif qu'aujourd'hui parce que je me souviens. Intuitif, c'est pas le mot. T'as pas les codes. Parce qu'à l'époque, tu veux, je sais pas, il y avait, des jeux, il y avait déjà des petits jeux, mais pour installer un jeu, fallait lancer des lignes de code, il fallait pour l'installer, c'était vraiment une galère. Et tout, mais si tu veux, c'est pas la même réflexion. Si tu veux, l'ordinateur comme étant la console de jeu. On n'en est pas encore là. Bien sûr. Il y a des consoles de jeux qu'on vend à part, tu vois, les Nintendo et autres, là, ça commence à arriver, les Mario, ça s'installe. C'est un peu différent. Le concept de gaming apparaît pas encore, si tu veux, centré sur le PC. Donc, si tu veux faire des petits games avec, puis le design, l'IHM est pauvre, c'est pas du tout intuitif, c'est pas pensé pour, la bande passante est pas bonne, le proc est pas bon, il y a rien qui est bon pour faire ça. Donc, ça émerge progressivement en étant une industrie en parallèle, et à un moment donné, le gaming commence à prendre une dimension et s'invite dans cet environnement qu'est le PC et d'autres outils. Et tu fais quoi alors sur tes premiers ordinateurs? Tu t'amuses? Comment tu crées des programmes? Comment tu as appris à coder? Comment tu fais tes armes? Sur les premiers ordinateurs,
c'est pas là fondamentalement que tu cherches à créer des programmes pour pouvoir créer de la valeur. Déjà à l'époque, je pense qu'il y a un truc qui était pas mal, qui est tout bête, auquel tu penses pas parce que ça existe, c'est qu'un ordinateur puisse parler à un autre ordinateur. Je te rappelle qu'on est dans un monde où il n'y a pas encore Internet. Bien sûr. Ouais. On est dans un monde où les réseaux parlent, notamment dans les entreprises, à travers token ring. C'est-à-dire, on va dire, tu vois, aujourd'hui, c'est de l'Ethernet que tout le monde connaît. Mais à l'époque, tu vois, c'est des gros câbles. IBM a son système fermé et ça joue un peu là-dessus. Après, le monde des PC arrive un peu plus tard, tu vois. Et donc, moi, je fais partie des gens qui ont plutôt une réflexion réseau. Comment on peut faire parler, par exemple, des ordinateurs? Comment on peut les faire parler à bas coût? Comment on peut faire transférer des fichiers entre eux ou des bouts de programme sans que ça coûte beaucoup en ressources? Finalement, ça, c'était le premier. Alors, c'était pas vraiment des PC, c'était un peu différent, mais c'était le Minitel au final. Quand ouais, c'était ça à l'époque où les ordinateurs le Minitel commençaient à communiquer par le réseau téléphonique. Par le téléphone, ouais. Voilà, c'est ça. Le Minitel, ça c'est une belle invention française d'ailleurs, qui nous a valu de prendre un peu de retard par rapport à l'Internet aussi, il faut le signaler, puisque c'est un modèle fermé sur des réseaux complètement bouclés et non pas sur des réseaux ouverts comme peuvent l'être Internet. Mais l'idée, si tu veux, ça c'est un terminal qui parle. Mais c'est pas vraiment un ordinateur, c'est un terminal avec certaines fonctions. La notion d'ordinateur telle qu'on la connaît, tu vois, et de l'ordinateur qui parle à l'ordinateur, ça, c'est encore d'autres notions. Mais tout ça se construit progressivement, tu vois. Donc, tu as le PC qui parle à un autre PC, puis ensuite un PC qui parle à une grappe de PC, puis ensuite des PC qui parlent à des grappes de PC qui sont des environnements de plus en plus éloignés. Et puis ensuite, voilà, d'avoir des PC qui arrivent à travers la planète, à travers des surfaces beaucoup plus longues, à se parler. Donc, tu vois, il y a toute une construction comme ça qui s'établit à cette époque-là. Mais à l'époque, tu peux pas, genre, tu es dans ta société, tous les ordinateurs sont câblés les uns aux autres, tu peux pas communiquer hors de cette bulle-là. Dans un premier temps, ça c'est un monde fermé, tu vois. Et déjà, pour faire parler les ordinateurs entre eux sans que ça coûte trop cher, parce que qu'est-ce que ça coûte en énergie? En prix. Ça coûte très très cher à l'époque. Tu sais que tu as un nombre de protocoles restreints. IBM domine, vraiment domine ce monde-là avec ses systèmes. Et on a du mal encore à faire entrer des systèmes, des PC, des réseaux low cost. Ça arrivait ensuite avec l'Ethernet, avec Internet. Donc c'est d'autres choses qui vont permettre de démocratiser finalement l'usage du PC en lui-même. Donc tu vois, c'est vraiment un monde fermé. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à un monde où tu as l'architecture Apple, qui fonctionne très bien avec l'architecture Apple. Ouais, IBM est un peu dans ce monde-là, tu vois. Et ils ont même des systèmes maître-esclave, tu vois, où ils s'assurent bien pour avoir le contrôle que tu peux fonctionner qu'à partir d'une station IBM et d'un mainframe, par exemple. Donc, tout ce monde qui vous paraît aujourd'hui naturel, il n'est pas du tout naturel à l'époque. Hein. Donc, déjà, démocratiser ces univers-là, je commence par là. Et ça me permet ensuite de me faire identifier dans des boîtes et de pouvoir aller sur d'autres sujets, comme par exemple les premiers smartphones. Ah oui, il y a eu un gap là. Il y a un gap quand même. Il y a un gap, mais le gap, si tu veux, tu sais c'est quoi le premier smartphone? Juste une petite question comme ça. Le premier smartphone? Ouais. Alors attends. Un BlackBerry? Ouais. C'est un? Non, hein, c'est marrant. Non, ça commence avant. Ça commence par, tu vois, un truc qui s'appelle un organizer. Ah, le Palm. C'est les Palm. Ah, c'était je me rappelle les Palm. Ouais. Mais ouais, et les Palm à l'époque, ils communiquent pas. Ils communiquent pas, les Palm. C'est des petits boîtiers fermés aussi. Tu vois, toujours ce monde-là de rentrer dans le réseau. Et moi, j'arrive chez 3Com et le créateur de ce produit-là, le Palm, s'appelle Jeff Hawkins. Et il est très intéressé par l'idée de rendre ce produit-là un peu plus communicant. Et moi, ce que je voyais en étant en France, donc en Europe, je voyais arriver un protocole qui s'appelait 3GSM. C'est la mobilité, tu vois. Donc, tu as la courbe de la mobilité qui est en train de se développer. Et je lui dis, Jeff, ce serait juste génial qu'on puisse commencer à faire parler cette device, envoyer des emails, mettre plus d'applications. Et aujourd'hui, un iPhone, si tu regardes bien, c'est ce succès-là, c'est pour ce premier smartphone, dès qu'on a mis un outil communicant dessus, et il est passé dans le B2C plutôt que de rester dans le B2B. Et cette translation-là, sur laquelle il faut être extrêmement observateur, parce que les marchés émergents, ils émergent, mais souvent là où tu ne les regardes pas. Et jamais au bon moment, tu vois. Donc, c'est un peu dans les technos, et vous avez vu que durant les 30 dernières années, l'explosion des technos pour arriver jusqu'à l'IA, c'est qu'une histoire de savoir comprendre où va demain et où se bâtit demain et à partir de quoi. Et une question de timing aussi, très souvent. Parce qu'on voit des fois des innovations qui sont trop en avance pour l'usage qu'on peut en faire ou ce genre de choses. Et le public n'est pas prêt. Je peux t'en parler avec mon robot. On était peut-être un petit peu en avance aussi. Mais oui, c'est ce qu'on appelle Windows Opportunity. Mais il faut le relativiser. Tu sais, quand on le présente ça un peu en théorie, on dit qu'il faut être là au bon moment, être là trop en avance. Alors,
là-dessus, moi, franchement, il faut challenger cette idée-là. Pourquoi ? Imagine, tu es dominante à tout, d'accord ? Tu vois arriver un truc, tu observes et tu attends que ça se passe bien et tu te dis, j'ai la thune. Et quand ce sera un moment, quand ce sera mûr, j'y vais. D'accord ? C'est ce que les gens, à un moment donné, ont appelé Best Mover Advantage. Mais quand tu viens de nulle part, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, il faut que tu sois là un peu avant, il faut que tu prennes un peu plus de risques pour pouvoir faire que quand ça émerge, parce que tu n'as pas beaucoup de thunes, que tu puisses te faire ta place, tu vois, tu trouves ta niche. Donc, il faut que tu développes un mindset un peu différent. Entrepreneur, quand tu as des moyens, une structure, une organisation, c'est un truc. Entrepreneur, quand tu as Walou, quand tu pars avec, entre guillemets, tu habites ton couteau, c'est un autre mindset. Donc, la notion de risque, là, tu l'ouvres un peu plus, ça se retranscrit sur la notion de fenêtre d'opportunité. Tu es obligé d'aller un peu plus large. Dans ta vie chaque fois Dans ta vie d'entrepreneur, on connaît beaucoup des succès, des échecs. Souvent plus d'échecs d'ailleurs que de succès, parce que c'est les échecs plutôt comme des tentatives, on va dire. Tu te souviens, toi, dans tes débuts comme ça, d'échecs qui t'ont finalement, quand tu le regardes, c'est pas des échecs, quoi. C'est des choses qui t'ont permis d'avancer. Ah oui, non, mais moi, ma vie, c'est à base d'échecs. Là-dessus, je suis très à l'aise. Mais comme tu dis, il faut rebondir, il faut apprendre. En fait, on n'a pas échoué si on a appris quelque chose qui va nous servir. Et par exemple, dans les techs qu'on a lancés, il y a un webphone qui est un vrai produit mal adapté. Les specs ne sont pas terribles, il n'y a pas la bande passante nécessaire. Le rendu, l'IHM est absolument pas top. Certains designs auraient mérité d'être revus. Le hardware en lui-même n'est pas stabilisé. Mais pourtant, on y va quand même, parce que ça fait aussi partie de la vie d'entrepreneur, ça fait partie du lancement des nouvelles technologies. On y va en se disant, c'est pas parfait, et on améliorera le coup d'après. Donc, du coup, oui, c'est un échec, parce que commercialement, ça a été très compliqué. Par contre, tu vois, le point positif, c'est que, au-delà d'avoir appris sur les technologies, sur ce nouveau marché-là, moi, ça m'a permis d'être repéré, puisque dans la boîte où j'étais à l'époque, qui s'appelait Alcatel, des gens ont vu le travail qui avait été fourni. Ils se sont dit, c'est pas mal, même si on n'en a vendu que quelques milliers d'exemplaires, on a quand même fait une première mondiale. Ok, c'est un échec commercial, mais on a appris beaucoup de choses. Et ça, les gens, ça te permet de te faire identifier, ce qui m'a permis derrière aller dans la division XDSL, avec le plus gros succès d'Alcatel à ce jour, qui est la DSL, qui a permis d'équiper le monde entier. Alcatel avait une part de marché monstrueuse. Alcatel, c'est le créateur de la DSL ? Non, c'est pas le créateur. La DSL, c'est une technologie qui a été créée par différents scientifiques, qui ensuite a été opérationnalisée par différentes grandes entreprises. Et Alcatel fait partie de ces grandes entreprises. Alcatel était dans la téléphonie. Et pour Alcatel, l'idée d'accélérer la bande passante, puisque Alcatel a comme grand client les France Télécom de l'époque, les grands opérateurs, on va dire, ça leur permet, tu vois, d'accélérer la donnée sur le réseau, sur la même paire de QI, de faire passer plus de données. Et c'est un petit peu ça, le motto de la DSL, avant que ce soit remplacé par d'autres protocoles plus véloces à base de fibres. Ça existe encore, Alcatel ? Alors, Alcatel, c'est une histoire compliquée. Partenariat, fusion avec Alcatel-Lucent, racheté par Nokia. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est très compliqué, l'histoire d'Alcatel. Je ne saurais même pas te dire, je crois que ça s'appelle Nokia ou quelque chose comme ça. Par contre, c'est des tournants, tu vois, dans l'histoire des technologies. Un tel fleuron technologique français. Deux choix qui, d'après moi, franchement, on pourrait les challenger tous les jours. Devenir fabless, c'est-à-dire ne pas produire et prendre toute la partie production et les laisser partir dans les pays asiatiques. Je trouve que ça, à l'époque, je le disais, je l'ai dit pendant très longtemps, je continue à le dire. Je pense que c'est une erreur. Toute la base de savoir-faire d'électronique qui est partie à ce moment-là, c'est terrible. Et puis à l'époque, Alcatel, c'est aussi le choix de ne pas aller pleinement embrasser la data, le monde de l'Internet. Pourquoi ? Parce que Alcatel vient de la voix, vient de la téléphonie, vient des PABX, et ils ont du mal à se lancer pleinement dans ce domaine de la data. Ils essayent à travers des IP PABX, mais c'est amplement insuffisant quand on voit la direction que prenait le monde. Donc, il y a ce qu'on appelle des points d'inflexion, pour reprendre la théorie d'Andy Grove d'Intel, sur lequel il y a des tournants qui ont été ratés. Et toi, quand tu bosses comme ça dans une boîte comme Alcatel, et tu vois, tu nous décris cette vision où ils sont un peu bloqués, et toi, c'est plutôt tout l'inverse. Comment ça se passe, tu vois, au quotidien quand tu es là-dedans ? Est-ce que toi, tu dis tout de suite, là, moi, je vais devoir aller ailleurs parce que finalement, je suis bloqué et je sens que ça avance pas. Ça se passait comment pour toi ? Ça se passait comme tu viens de le dire. Okay. Aussi simple que ça. Il faut que je termine ce projet et il faut que j'aille ailleurs. Mais tu sais, dans l'industrie des technologies, pour les gens qui ont vraiment essayé de faire des choses, d'apprendre,
c'est un parcours où on est des nomades, on est des gitans. C'est une industrie qui s'est beaucoup restructurée. Fusion-acquisition, marché émergent, marché qui n'émerge pas, marché qui n'arrive pas à émerger, échec, rachat. Donc, quelque part, il faut toujours être dans le coup d'après. Il faut toujours essayer d'anticiper le monde. Mais quand il y a en plus des décisions stratégiques qui ne sont pas formidables, il faut pas hésiter à shifter. Et franchement, tous les jeunes qui sont dans les technos, le métier des technos, c'est un métier où on doit apprendre à apprendre et à désapprendre pour réapprendre. Donc, si on n'a pas ce mindset-là, il faut vraiment penser à aller dans une autre industrie parce que ça bouge. Là, c'est en train de bouger encore plus fort et c'est pas fini. Il y a eu des moments où tu t'es... Alors, comment ça s'est passé, ces moments-là où tu te dis, OK, il faut que je bouge, même, ça peut arriver, même ça fait pas longtemps que tu es dans une entreprise et tout, t'as un petit feeling, comment ça se passe? Ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce qu'il faut partir et tu dis que tu veux partir et si on fait pas tel ou tel projet, il va falloir que tu trouves une solution pour partir. Donc, et tu pars pour... Tu sais où tu vas ou c'est vraiment partir parce que... Bon, on sonde un peu. Moi, j'essaie toujours d'avoir le projet d'après qui me plairait. Et je raisonne toujours sur la techno d'après qui me plairait. Et puis ensuite, je regarde un peu où je peux atterrir par rapport à ça. Mais j'ai toujours essayé de me dire, tiens, cette techno-là, ce marché-là, ce projet-là, j'y crois, ça peut avoir une influence sur l'industrie, ça peut avoir une influence sur la société. Et j'y vais. Et si tu regardes mon parcours, que ce soit dans les réseaux pour l'époque, c'est très précurseur, que ce soit la mobilité, la téléphonie, c'est très précurseur, que ce soit tout ce qui est XDSL, c'est très précurseur. Je suis passé ensuite dans toute la partie optics, de bout en bout, c'est très précurseur. J'ai ensuite rejoint Intel pour lancer la TV connectée, c'est ultra précurseur par rapport à l'époque. Un des premiers designs qui est bien connu, qui reprend tous ces concepts-là, c'est tout ce qui est Apple TV par exemple. Et puis ensuite, je me suis dit, j'ai assez appris, j'ai bien appris. J'ai pu me construire une petite économie qui me permet de prendre maintenant un peu plus de risques que simplement de prendre le risque de changer de projet. C'est celui de prendre un risque sur ma vie pour essayer de changer mon étoile. Et donc pour ça, j'ai créé ma boîte, Partnering Robotics. Et ça c'est le plus gros projet de ta vie? Ouais, franchement le plus beau. Franchement, le plus beau, parce que là, t'es sans fil. T'es sans filet. T'as mis le peu de dollars que t'as pu mettre de côté. J'ai tout mis là-dedans. Et voilà. Écoute, je crois que j'ai appris énormément de choses. Et puis développer, inventer un robot qui n'existe pas. Donner corps, vie à l'ancêtre de R2D2. Diawan, le premier robot bio-inspiré de la planète avec une intelligence artificielle bio-inspirée. Alors, c'est ça. La première IA fonctionnelle française bio-inspirée. C'est un kiff immense. Le regarder évoluer et se dire c'est l'ancêtre d'R2D2, c'est juste magnifique. Il y a ton enfant intérieur qui te dit t'as réussi quoi. Mais grave, ça y est, je suis arrivé au bout de ma vie. Tu sais, pour tout ce parcours-là, entre-temps, j'ai créé une école aussi pour essayer de dire aux gens qu'il faut aller vers le numérique, qu'on manque de ressources, qu'il faut former des gens. Le fait d'avoir été un peu dans ce mindset-là, ça m'a valu d'être décoré par la France. Moi, je suis super fier de ça. Je crois que c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis très fier d'être français. C'était le meilleur moyen d'être intégré. C'est de dire à un moment donné, tiens, les gens, ils ne me traitent pas, ils ne m'insultent pas, mais au contraire, ils me considèrent. Et voilà, pour moi, c'est... Voilà. Ça ne fait pas de la thune, mais ça fait beaucoup de bien au corps. Et ça a toujours été mon premier critère, d'être là où je pense que c'est ma place. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu parlais de connaissances, tu vois que tu étais en avance, tu vas toujours t'intéresser à tel type de technologie, de nouveautés. Comment tu fais quand, là par exemple, tu vois, il y a l'IA qui arrive et toi tu dis ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu vas aller regarder, qu'est-ce que tu vas lire, les personnes que tu vas contacter, comment tu fais pour justement aller chercher cette connaissance, surtout que maintenant à notre époque, là c'est pas pour rentrer dans le poker, j'aime bien qu'on reste dans l'IA, mais on me dit tout le temps par quoi je commence, il y a des tonnes de choses. Toi, comment tu fais justement quand tu as ce nouveau sujet qui t'intéresse pour aller creuser là-dedans? Écoute, après chacun a sa méthodologie, moi je te parle de ce que moi j'ai fait. Pour moi le plus important c'est d'avoir la bonne vision technologique, de savoir quelle est la technologie qui va être là demain. Et déjà, lorsque j'étais chez Intel, je regardais des études, je regardais des papiers de recherche. Je regardais où allaient les brevets. Tu vois, c'est des éléments importants pour te dire, tiens, ça prend cette direction-là. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de regarder là. Ils s'y intéressent pourquoi. Tu peux regarder soit au niveau fondamental de l'électronique, soit tu peux regarder au niveau de ce qu'on appelle de l'évolution du marché. Tu vois, et tu repères dans la société ce qu'on appelle des métatrends, c'est-à-dire des tendances de fond. Par exemple, la mobilité, c'est une tendance de fond, c'est une méga trend. Tu vois, Internet est devenu une méga trend. Et je regardais l'IA et je me suis dit, là,
il y a tous les ingrédients pour que ça devienne une méga trend dans notre société. Une méga trend, c'est-à-dire que ça se diffuse sous différentes formes, sous différents produits, sous différents concepts à travers la société. Donc je regarde ça, ensuite je regarde si moi je suis équipé pour y aller ou si je connais un écosystème ou s'il y a un écosystème naissant pour pouvoir y aller. Donc je regarde ça, j'étudie ça, je vois, tiens, là ok, il faudrait faire ça, il faut un peu de maths, il faut un peu de physique, il faut un peu d'électronique, ok, ça je peux le faire. Là, il faut mettre, il manque ça et ça dans la chaîne de valeur, je peux le faire. Donc voilà un peu comment je fais mon analyse, mais j'essaie toujours, surtout, et ça revient au point que tu as souligné tout à l'heure, qui est très juste, c'est le temps qu'il faudrait pour faire ça. Et j'essaie de me dire, tiens, il ne faut pas que ça arrive trop vite pour que j'ai eu le temps, moi, de me bâtir quelque chose et de pas, entre guillemets, que tout le monde me pompe et que j'arrive pas à lutter parce qu'ils ont plus de thunes et plus de moyens. Donc voilà un peu comment c'est ma petite recette intérieure. Et puis après, il y a un petit truc qui s'appelle l'expérience. Ouais. Et les trucs que je vois, je me dis, putain, si ça, c'est pas une tarte à la crème, je m'y connais pas. Non, mais franchement, mais il y a des trucs où je me dis, putain, ça, on le regarde pas assez. C'est une erreur. Donc, et j'y vais. Et parmi les technologies, justement, les tartes à la crème, est-ce qu'il y a des technologies ou des choses tu as cru qui allaient devenir un peu justement des trends et pas du tout? Oh, il y en a plein. Tu sais, dans les devices notamment, il y a plein de choses qu'on a inventées, des boîtiers. À un moment donné, on avait la culture du device. On s'est dit, oh, il y a une box, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une idée, il faut qu'elle soit dans un hardware. Il faut qu'elle soit dans un design, tu vois. Donc, on est passé du produit et tout le monde a voulu mettre des produits. Il y a plein de boîtiers pour faire tout, des lampes, des trucs, des stylos. Tout devient intelligent, des trucs connectés, avec des brosses à dents, partout, ouais. du slip connecté. Enfin, il y a des trucs comme ça, tu regardes, tu fais, OK. Moi, je pense que le design, il n'est pas encore mûr. C'est pas que l'idée n'est pas bonne, c'est que le design n'est pas encore mûr. Le slip connecté, je suis pas sûr. Ah, moi, je pense que ça va arriver. Tu penses que ça va arriver? Ouais, mais la techno n'est pas bonne. Ah, tu sais, on peut connecter tout. L'important, c'est d'abord la bonne type de techno. Aujourd'hui, si tu mets un proc là-dedans au lavage et tout, tu auras plein de problèmes. Demain, si tu mets d'autres technos ou d'autres nanotech, je suis persuadé que tu vas avoir des matériaux intelligents, tu vas avoir des tissus intelligents qui vont donner d'autres propriétés et qui vont permettre soit d'y aller directement, soit de faire des inférences là-dessus. Ah, ça fait penser, on parlait de futur, etc. Mais c'est typiquement un truc qu'on a tous rêvé quand on a regardé Retour vers le futur. Mais bien sûr. Les vêtements qui sèchent tout seuls, ce type de choses. Mais la voiture volante. Retour vers le futur. Regarde le premier truc qui fait kiffer. La voiture volante. Mais d'où elle sort, la voiture volante? Tu la vois, la voiture? On en parle, la voiture volante, ça fait 50 ans. Elle est où, la voiture volante? Elle est toujours pas là. Tu regardes tous les films, regarde-les. La voiture volante, elle est partout. Walou Makache, la voiture volante. Donc, tu vois, il y a quelques tartes à la crème comme ça. Il y en a plein, si tu regardes. Genre, je me rappelle Google qui fait ses lunettes. Les glaces. Mais tu vois, c'est Google. Ça, on est sur un truc de trop tôt, puisque, tu vois, 7-8 ans après, 10 ans après, Apple essaie enfin, tout le monde se lance dans les lunettes un peu. Prenons ton cas. Excellent. Les Google Glass. Dragon Ball Z. Google, Project Special, Google, tu vois, Sergey et tout. Tout le monde y va, d'accord? T'as vu la thune qu'ils ont? C'est monstrueux. Gros flop. Après X années, plein d'équipes, plein de thunes. T'imagines, toi, entrepreneur, t'as une idée comme ça, tu mets toutes tes coronesses là-dedans, mais t'es mort 2000 fois. Tu vois, quand je te dis il y a des idées, pour moi, c'est une tarte à la crème quand c'est un truc que moi, je pourrais pas faire. C'est pas juste le fait que ça marcherait pas fondamentalement parce que la techno est nulle. Ça veut pas dire grand-chose, la techno est nulle. Il faut bien trouver les bons marchés et tout ça, le bon business model. C'est juste que toi, si tu y vas, c'est une grosse tarte à la crème, ça va bousiller ta vie. Donc, parce que toi, ça va être ton main project. Ouais. Quoi. Tu vas tout mettre dedans. Et tu peux pas te rater, comment te dire voilà, on aimerait tous être des Google, il n'y en a pas beaucoup des Google. Donc, il faut faire des trucs sur lesquels tu puisses survivre derrière. Et survivre, c'est ça l'esprit numéro 1 de l'entrepreneur. C'est combien de temps je tiens mon projet, à combien de temps je peux m'accrocher avant de dire, bon là, c'est plus du risque, c'est du suicide, et il faut passer à autre chose. J'aimerais bien qu'on reparle de ton robot. Déjà, quand tu crées ton entreprise, tu as déjà cette idée de robot ou tu fais quoi? Tu t'entoures d'ingénieurs pour réfléchir à quel type de robot on peut créer? C'était vraiment de la robotique que tu voulais faire? Très clairement, je voulais faire de l'IA et de la robotique, très clairement. On est en quelle année juste? On est en 2007. Donc on est très en avance. Par les d'IA déjà en 2007, c'est la vision. Non mais l'IA en 2007, c'est Skynet. C'est Skynet. Ouais. C'est Terminator. La vision, mec. Je te dis. Il faut avoir 2-3 petites qualités comme ça. Et donc je regarde ça et je me dis ça on peut le faire. Par contre, j'ai pas assez de thunes pour le faire. Donc quand je monte la boîte, je me dis il faut que je trouve un premier business model qui me permette de faire un peu de thunes. Et à l'époque, il y a les marchés de l'impression, il y a des copieurs. Je regarde les gens se battre un peu, tout le monde paye les cartouches d'encre trop chères, l'impression trop chère.
Je développe un petit business model, un petit logiciel qui nous permet de faire payer 50% moins cher et de faire fonctionner avec les machines qui existent, les grands acteurs dominants pour ne pas faire de pub. Ça se passe bien, ça me permet de faire rentrer un peu de thunes. Dès que je fais rentrer un peu de thunes, hop, je crée mon équipe. 2007, on fait rentrer un peu de thunes et puis je commence à lancer le projet en 2009. Voilà. 2009, je commence à repérer les laboratoires avec lesquels je vais pouvoir coopérer. Parce qu'au XXIe siècle, on peut rien faire seul. Il faut apprendre à travailler avec l'écosystème et être connecté. Je repère, on commence à travailler sur les premiers projets et puis je commence à staffer sur le design. Entre-temps, j'avais fait tout le travail sur les méga-trends, sur quel usage je voulais. Et j'avais 2 usages qui me semblaient hyper pertinents. La qualité de l'air et la gestion d'énergie. Et donc, du coup, je suis passé d'une approche produit à une approche plateforme. Donc, j'ai fait finalement un robot qui est une plateforme de services sur lequel on pouvait mettre un nombre infini, quasi infini, de services dessus. Et ensuite, faire évoluer la plateforme et faire évoluer les designs de services. Donc, là-dessus, je suis parti sur le premier robot qui est capable de faire baisser la facture d'énergie, ce qui permettait de lutter contre un des effets délétères du réchauffement climatique. C'est mon côté écolo, Île Maurice, tu vois. Et puis, la qualité de l'air, parce que ça donne le cancer, ça tue. Nos sociétés, les gens vont se rendre compte d'ici quelques années que c'est un problème majeur, la qualité de l'air. C'est pas un petit problème, c'est un énorme problème, un énorme monstrueux. Me suis tellement usé là-dessus à communiquer, à parler, à prendre la parole. J'espère juste maintenant que les gens feront des choses parce que ça va être un big problème dans les années qui arrivent. Et donc, ça, c'est ton côté Argenteuil, ça, la qualité de l'air. Ouais, ça taille. Hein. Ça taille. Je pense qu'il y a ce côté, si on peut être utile aux autres, à la planète, c'est un peu ça le truc, tu vois, la connaissance qui sert un peu. Et après, avec l'espoir que ça me nourrisse, oui, il n'y a pas de problème. Et alors, c'est pas un problème. Si on fait un truc bien et que ça te nourrit, c'est top. Mais voilà un peu les usages, voilà comment j'y réfléchis. Et on a créé ça progressivement. Puis les équipes, on les fait rentrer une par une, parce qu'on ne peut pas embaucher 10 personnes. Je voulais créer un fleuron technologique français. Je voulais pas qu'il y ait des autres personnes qui rentrent trop fort dans le capital. On m'a proposé d'aller aux États-Unis pour développer le robot. On m'a fait des propositions concrètes. J'ai pas voulu. Je voulais rester en France et je me suis battu pour cette idée qu'en France, on pouvait créer un fleuron technologique français. Puis ça vaut ce que ça vaut. Ok, ça fait pas de thunes, mais un jour, je me suis levé et dans un journal, on a classé ma société, Partnering Robotics, dans le top 3 des boîtes d'avenir en IA et en robotique, à côté de iRobot, qui est juste un monstre. Et donc voilà, quoi. C'est, pour moi, tout ça, c'est des choses qui montrent qu'on peut faire des choses, même si on vient de nulle part et qu'on n'a pas de moyens. Il faut juste rester agile. Justement, tu me lances, tu parles des États-Unis, on en parle beaucoup en ce moment. Justement avec l'IA, où il y a une espèce de concurrence folle. Et alors, c'est ce que hier j'entendais parler le PDG de Mistral, qui essaie de concurrencer comme il peut OpenAI, mais quand tu as Trump qui annonce 500 milliards de dollars, tu vois, sur un truc comme ça, c'est compliqué. Et surtout, ce que je ne savais pas, c'est que beaucoup d'ingénieurs d'OpenAI viennent de France. Enfin, il y a beaucoup de grands esprits français qui vont là-bas. Comment on lutte ? Bien entendu. Alors, déjà, il faut comprendre que la France a, par le choix de ses décideurs, a renoncé aux technologies de l'information. Au moment où ça se cristallisait, c'était le moment d'y aller, d'investir massivement et de prendre ça au sérieux. On est trop resté longtemps sur les industries, l'énergie, toutes les choses sur lesquelles on est bon et sur lesquelles des gens qui étaient au pouvoir étaient en place et qui n'ont pas vu arriver toute cette partie de nouvelles technologies et ce rythme d'évolution auquel ils ne comprenaient pas grand-chose. Je fais partie des gens comme d'autres qui, depuis 20 ans, alertent en disant « on laisse partir cette industrie, ça va devenir gros, il faut bouger, il faut se bouger », parce que c'est une industrie cumulative en termes de connaissances et de maîtrise de savoir-faire. C'est-à-dire que maintenant, on est rentré dans un monde de plateformes où quand tu as la plateforme d'avant, ça va te permettre d'apprendre pour intégrer d'autres technologies, pour être encore présent demain, après-demain, et de pouvoir extraire des rentes de ces marchés-là. Et on n'a pas voulu investir là-dessus, on n'y comprenait rien. Je crois que fondamentalement, on y comprend très peu. On met en place des initiatives, on essaie de copier la Silicon Valley, on essaye de copier un peu ce que font des Chinois parfois, ce qu'on réussit même à faire des gens avec succès en Israël, par exemple. Ce que font des Indiens avec succès, dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est pas grave, les Américains, eux, ils ont compris, ils font venir des Indiens dans leur centre de R&D
pour développer tout ce backbone technologique. Et donc, pour les chercheurs brillants français, oui, ils sont brillants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux États-Unis. Les gens qui font nos belles écoles d'ingénieurs, et je connais un petit peu, ils partent aux États-Unis parce qu'ils veulent travailler sur des projets qui pétillent, sur lesquels il y a des infrastructures, sur lesquels les chercheurs, les ingénieurs sont respectés, parce qu'ils créent des produits sur lesquels ils vont pouvoir se projeter et faire partie du monde de demain, plutôt de s'entendre dire c'est ringard, on a besoin d'ingénieurs pour faire le nettoyage de Windows sur le PC, voilà, ou faire du tableau Excel. Voilà, il y a des vraies opportunités ailleurs. Et ce qui fait que moi, je suis plutôt ravi d'entendre qu'il y ait des acteurs comme Mistral, et avec des gens qui ont des profils bien structurés, qui essaient de développer des initiatives. Mais il faut savoir que l'IA, c'est une question de centaines de milliards d'investissements. On est comme d'habitude trop tard. Et qu'est-ce qui va se passer pour Mistral? À un moment donné, ils vont se rendre compte que pour se développer, ils vont avoir besoin d'argent. Ils vont se faire racheter. Probablement l'étape d'après, c'est se racheter, je sais pas, mais déjà commencer à ouvrir le capital d'après moi. Et puis ensuite voir si il faut se racheter ou faire des partenariats. Et puis ils raconteront une histoire où ils sont obligés d'aller là-bas ou d'aller là ou faire tel partenariat. Mais j'ai presque envie de dire que le début et la fin, s'il n'y a pas des gens qui changent la manière de penser, elle va s'écrire comme ça. Et pourtant, il y a des belles choses à faire. Il y a des belles choses à faire parce qu'en France, on est bon en maths. On est bon dans l'ingénierie en France. On est bon dans les modèles. Et c'est de tout ça qu'a besoin l'IA. Donc, si on avait la confiance des gens pour dire on a besoin maintenant d'avoir des gens qui pensent le monde des demain, qui ne sont pas des rêveurs ou que des rêveurs, qui vont créer une société pour les emplois de demain, c'est-à-dire pour 10, 20, 30 ans. Ah ouais, il faut se projeter si tu n'arrives pas à faire autre chose. OK ? Ou en tout cas, laisse faire les gens qui, eux, ont l'habitude de faire ça, en tout cas, aiment faire ça. Tu vois ? Non, on prend toujours les mêmes, qui font les mêmes choses, qui reproduisent les mêmes choses, et on s'étonne que ça donne les mêmes résultats. Einstein disait, si tu fais la même chose, comme tu as toujours semé, tu récolteras comme tu as toujours récolté. Ouais. Écoutez, si Einstein l'a dit, c'est qu'il y a peut-être un truc de vrai là-dedans. Et est-ce qu'il n'y a pas, là on parlait de la fuite des cerveaux donc, qui est problématique, mais il y a aussi l'une des données maintenant qui fait un petit peu c'est un peu la nouvelle guerre entre guillemets, c'est la data. Et est-ce qu'avec ces risques-là, on risque de finalement nous rien posséder là-dessus et d'être un petit peu, comment on pourrait dire ça, on parlait de la relation maître-esclave entre les ordinateurs, mais un petit peu ça entre pays finalement si on ne possède pas cette ressource. C'est un très très bon point. Et les GAFAM l'ont compris, les grands acteurs, il n'y a pas que les GAFAM, ont compris. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de s'approprier tous les flux de données, toutes les opportunités de cumuler de la donnée pour pouvoir derrière en extraire des rentes et justement utiliser l'IA notamment pour pouvoir prédire le monde de demain, façonner le monde de demain. Donc oui, il faut protéger ces données. Et la partie souveraineté des données, c'est un thème qui va prendre dans les années à venir une importance colossale. Et j'espère qu'en France, on ne va pas avoir le talent de rater encore un Xème tournant. Mais quand je vois déjà les grands groupes qui sont infestés par Microsoft, qui sont infestés par X autres grands acteurs, on va dire technologiques très bien connus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a beau dire, écoutez, regardez s'il n'y a pas d'autres systèmes, des logiciels libres, des logiciels sur lesquels on peut capitaliser. Pourquoi on n'a pas nos propres réseaux sociaux, par exemple, français? Pourquoi on est si tributaire? Il y a des choix qu'ont fait des grands groupes par leurs alliances de favoriser l'émergence de ces GAFAM-là, et aussi par facilité. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va juste détruire notre société. Parce que maintenant, dans un monde où les technos vont commencer à prendre le pas, où les fake news, les deepfakes vont prendre le pas, notre société n'est pas prévue pour résister à ça. Donc, il faut vraiment se bouger le derrière. Mais à qui parler? Alors là, vous me direz. Et dans les applications concrètes de l'IA, toi, qu'est-ce que tu penses qui vont être les grandes révolutions grâce à l'IA? Il va y avoir plein de grandes révolutions entre 2, 5, 10... 20, 30 ans. Parce que l'IA est une métatechnologie. L'IA va rentrer et va s'intégrer partout où on est dans la société. Comme Internet est arrivé et a changé la société, quoi. Alors, imagine Internet, mais x10. Ah ouais. D'accord? Et pourtant, Internet, déjà, a tout transformé. Mais avec l'IA, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. D'accord? On est avec l'IA dans différentes formes d'IA. On dit l'IA, mais il y a différentes formes d'IA. L'IA va commencer à rentrer, et là, c'est aujourd'hui déjà dans les données. L'IA va rentrer dans les métadonnées. Tu sais, on est dans un monde de documents. Tous ces documents-là, à mesure que l'entreprise devient digitale, se dématérialisent, et il y a des belles sociétés françaises qui se battent pour ça. J'ai d'ailleurs fait le choix d'en rejoindre une,
parce que je trouve ça sympa de voir comment en France on peut participer à ça. Je ne vais pas faire de publicité, mais Tu peux, hein, Tu peux tu te dire. aujourd'hui, voilà, j'ai rejoint le groupe AM Trust avec son président Jean Koja, que je remercie de m'avoir fait rentrer pour être le directeur général du groupe et de l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse faire rentrer de plus en plus d'intelligence artificielle pour nos clients à travers des documents, de la dématérialisation, pour les aider à comprendre, à sensibiliser les entreprises, à sensibiliser les COMEX sur l'importance de se mettre à l'intelligence artificielle plutôt que de la rejeter, pour former les cadres, pour former les gens techniques qui ne sont pas techniques, pour proposer des solutions concrètes, pour dire mais comment je fais pour structurer ma donnée, mon entreprise, comment je fais derrière pour mettre des solutions d'IA pour optimiser tout ça et rester concurrentiel. Donc, on peut faire des choses, et d'ailleurs on défend le numérique souverain pour dire on est en France, comment je peux vous aider à protéger vos données. Donc tu vois, on est dans la même dynamique, c'est d'essayer d'être utile et de voir comment l'économie peut s'intégrer aussi utilement pour qu'on puisse créer de la valeur et ne pas avoir un jeu à somme non nulle. Donc oui, la data, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, l'IA va se diffuser au départ sur ce type d'usage, mais il y a d'autres usages qui vont arriver à travers la robotique, à travers les outils qu'on utilise, par exemple les voitures. Elles vont à très court terme commencer à embarquer de plus en plus d'IA, mais on va voir d'autres choses comme les besoins de sécurité, de se protéger de toutes ces attaques, de toutes ces vulnérabilités. Et puis progressivement, l'IA va donner naissance à d'autres systèmes qui vont, et là ça va devenir de plus en plus dangereux, se mettre en challenge vis-à-vis de l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est sapiens sapiens, c'est-à-dire les personnes que nous sommes, parce que des gens qui veulent optimiser dans un monde d'optimisation vont commencer à dire, ok, sapiens sapiens c'est sympa, mais pour avoir plus de profitabilité, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de sapiens sapiens? Et il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, au départ, quand on prend les premiers concepts qui arrivent, et on va le figer avec Turing dans les années 50 ou la conférence de Dartmouth, où les gens reconnaissent maintenant le terme d'IA, avec les McCulloch et autres, l'idée c'est de dire comment on peut imiter l'intelligence humaine, l'intelligence biologique, les processus biologiques. Mais maintenant, on arrive avec les capacités que l'on a, avec le niveau de processeur, avec le niveau de données et surtout avec les modèles qu'on est capable de produire, que ce soit de l'IA générative, c'est Transformers, mais il y a plein d'autres modèles qui permettent d'apprendre, d'auto-apprendre. Et là, on va rentrer dans des choses qui sont bien différentes. Donc, pour ne pas être trop long là-dessus, il faut bien comprendre qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Et c'est vraiment à nous de comprendre les choix qu'on fait, les choix qu'on ne fait pas, et les choix qu'on ne fera pas, il y aura des conséquences dessus. Donc l'IA, oui, pour reprendre ton point, à surveiller, mais alors, c'est pas des petites lunettes, hein. Là, c'est avec un télescope au quotidien. Toi, tu étais dans l'écologie avec ton robot. C'est un sujet qui te tient à cœur. L'IA, c'est très lié à l'écologie, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de problèmes justement liés à l'écologie à cause des data centers ou des choses comme ça. Comment toi tu vois ce problème avec ton justement ce côté écolo? Ouais, déjà mon robot c'est le premier robot écologique de la planète. Donc tu vois, j'ai suivi ça de près. D'ailleurs, elle a été présentée lors de la COP 21 avec la délégation française. C'était à Paris? C'était au G20 à Paris, ouais. Bien entendu. Dans plein d'endroits de Paris, dans le Grand Palais et autres, présenté au G20, on est super fiers, on a fait un truc. Hein. Donc l'écologie, c'est un truc qui me tient à cœur parce que tu vois, les gens ne savent pas assez qu'avec la remontée des eaux, il va y avoir plein d'endroits du monde qui vont être à problème. Mais vraiment. Et je vois un pays comme l'île Maurice, il va être directement affecté par les intempéries, les cyclones, toutes ces turbulences météorologiques qui vont affecter pas juste l'île Maurice, mais l'ensemble de la planète. Et on le voit à travers les méga-feux. Donc, c'est déjà le cas, mais ça, c'est simplement l'apéro. Ce qu'on voit là, c'est l'apéro. On dirait, tu sais, dans les films catastrophes, il y a toujours le scientifique qui fait... prévient au début, personne n'écoute. Là, vous avez vu, là, c'est que l'apéro. Mais là, ce qui arrive, c'est bien pire. Ok, appelez-moi le président. Écoute, à l'époque, déjà, j'ai fait le robot parce que je pensais déjà que l'apéro avait déjà commencé. Alors imagine, entre-temps, on voit que des catastrophes, on voit que la température qui augmente, le vœu pieux de rester en dessous de 1,5 degrés d'élévation de la température à d'ici fin du siècle. Écoute, là, les scientifiques viennent d'alerter sur le fait qu'on est en train de défoncer le 1,5. Ouais. Mais c'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme parce que c'est mesuré sur la température moyenne au niveau global.
D'accord ? Donc, c'est déjà énorme. Donc, l'écologie, moi, tout de suite, je l'ai intégrée dans mon mindset. Pourquoi ? Parce que les technologies, tu sais, on parle de sobriété. Ben, il va falloir qu'on penser la sobriété technologique. L'IA, ces supercalculateurs consomment beaucoup d'énergie. Ils vont contribuer à l'augmentation des températures. Et aujourd'hui, on ne regarde pas forcément les bonnes courbes. Parce que si on regardait du côté du réchauffement provoqué par les technologies, on verrait qu'il faut tout de suite s'alerter maintenant. Parce que dans leur agenda, tous ces grands groupes-là, eux, leur agenda, ce n'est pas de réduire les technos, hein. C'est d'amplifier sur les technos, c'est d'amplifier sur tout ça. Je pense qu'il ne faut jamais essayer de bloquer le progrès, mais toujours essayer d'anticiper des conséquences qui vont découler de ce progrès-là pour pouvoir mieux les maîtriser ou en tout cas réduire le plus possible le risque. Donc la priorité est bien sûr de toujours faire attention à l'économie, parce que s'il n'y a pas d'économie, si ça ne tourne pas, c'est la guerre civile. On a d'autres problèmes beaucoup plus compliqués. Et là, on est dans une période compliquée. C'est pour ça que les gens sont moins réceptifs aux problèmes écologiques. Mais pourtant, il faut quand même s'activer. Je sais pas c'est si la vous pyramide suivez. de Maslow, quoi. C'est en gros tes premiers besoins les plus importants. D'abord, tu penses à manger. La avant sécurité, manger, la Ouais, sécurité. c'est ça. On est sur la pyramide, une forme de pyramide de Maslow. Sauf que quand on est dans un monde technologique, dans la pyramide de Maslow, tous ces besoins-là ne sont pas encore intégrés. Mais maintenant, le besoin de se connecter, je pense qu'à un moment donné, on va le reconnaître. On va se dire, ok, c'est pas terrible, mais j'en ai quand même besoin, mais comment je le régule ? Donc, il faut intégrer tous ces processus technologiques dans notre réflexion. Il faut intégrer tout ça aussi dans les phénomènes qui sont liés à l'écologie, parce que l'écologie, si la planète va mal, on va tous aller mal derrière, ça va avoir une influence colossale. Donc, bien suivre les technologies, parce qu'il y a un impact terrible entre la consommation énergétique, tout ce qu'offrent ces nouvelles technologies et le réchauffement de la planète. Donc il y a des mesures à prendre. Il faut être mesuré, bien entendu, pour ne pas nuire à l'innovation et aux écosystèmes d'innovation, parce que ça va structurer le monde de demain. Mais il faut qu'on ait des gens qui soient un peu raisonnables. Les dernières données, là, il y a eu le World Economic Forum. Vous avez vu les inquiétudes des gens. C'est sur les guerres, avec les changements politiques qu'il y a eu. C'est sur la planète. Mais la planète n'arrive pas en première position lorsqu'on regarde les mêmes trends d'un point de vue économique. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe et avec des gens qui vont prendre des décisions pour nos avenirs, pour nos enfants. Donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde très compliqué. Ouais, avec les changements très très récents, j'ai pas l'impression que ça soit le cap qui est pris par le monde là. Ça semble mal barré. Je pense qu'on a. C'est l'apéro, les gars, va falloir en picoler très vite. Là, va falloir se dépêcher. On se rend compte qu'il faut d'abord régler le problème, c'est cet aspect économique et sécuritaire en premier, avant que malheureusement la société passe aux autres problèmes qui sont finalement plus importants dans le fond, mais on ne le réalise pas, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est facile de déterminer un ordre de priorité. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il va falloir faire le mieux qu'on peut sur 2-3 sujets prioritaires et les travailler en système. Tu vois, on ne peut pas découpler par exemple les technologies de la politique et de l'écologie. Je pense qu'il faut accepter des triptyques, par exemple, et on pourrait rajouter d'autres ingrédients dedans, en rajoutant le bien-être social, par exemple. Mais il y a vraiment des triptyques, ou en tout cas des thèmes sur lesquels il faut les travailler en système. Et ça montre déjà l'étendue de la complexité de ça, puisqu'on a des gens qui ont tendance à ne regarder qu'à leur porte et à voir comment ça ils peuvent augmenter leur nombre de dollars. D'ailleurs, je trouve ça fascinant d'avoir autant d'argent, de toujours en vouloir plus. À un moment donné, je sais pas, il faudrait une loi pour caper les gens, pour qu'on arrête avec ces... On est passé de riches à très riches à hyper riches. On a des nouveaux dieux maintenant, des oligarques. Ils se prennent pour Dieu. Des oligarques américains, milliardaires. Pas qu'américains, des milliardaires, il y en a partout sur la planète. C'est juste qu'il y en a qui sont moins communicatifs que d'autres. Hein. Mais des milliardaires, il y en a partout sur la planète. Il y en a plein en Chine, il y en a plein en Inde, il y en a plein aux États-Unis, il y en a plein en Europe. Voilà. Il faut juste comprendre comment ces gens-là sont en train de penser l'avenir du monde. Mais dans cette équation-là, je ne suis pas sûr qu'on soit leur priorité numéro 1. Toi, la politique aussi, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Tu lis des choses là-dessus Alors, ça m'intéresse dans le sens où je me suis toujours dit que ce serait bien d'essayer de contribuer au bien-être de la planète et des personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Dans ce sens-là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de pouvoir porter des projets constructifs. Oui, dans ce sens-là, c'est intéressant, et surtout quand je vois les profils. On n'arrive plus à avoir confiance dans un seul politicien. Je pense que quand même,
c'est incroyable d'avoir un tel niveau de performance, quoi. Ouais, Les gens n'ont même plus envie de voter. Mais je pense que le problème, c'est la vie qu'on touche, ce qu'on ne croit plus aux politiciens, c'est que la démocratie s'affaiblit. Si la démocratie s'affaiblit, c'est nos systèmes même de vie, pour nous, pour nos enfants, qui s'affaiblit. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut, oui, que les gens commencent à s'intéresser à ça. Je ne suis pas sûr d'avoir le meilleur profil, mais en tout cas, si on peut contribuer, pourquoi pas. Tu as pu travailler avec des politiques un peu Alors, on m'a proposé, pour être très honnête avec toi, à un moment donné, mais j'étais entrepreneur. C'était ma feuille de route. Voilà, je n'étais pas intéressé et je ne pense pas avoir le meilleur profil pour faire ça. Mais après, si on peut contribuer sur des projets intéressants, pourquoi pas. Après, est-ce que finalement la politique n'a pas besoin des entrepreneurs pour avoir aussi un nouveau visage et une autre vision? Parce que ceux qui font avancer, en bien ou en mal, peu importe, mais ceux qui changent les choses, globalement, c'est les entrepreneurs, c'est ceux qui ont des idées, qui vont faire des choses, c'est eux qui créent de la valeur. Au final, maintenant, la politique, si on demande aux gens, ça ne crée pas de valeur, quoi. C'est ce que tu disais, personne n'a confiance dans la politique, malheureusement. J'ai toujours pensé que les entrepreneurs ou les gens qui avaient envie de faire bouger les lignes étaient nécessaires. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse bien attention là-dessus à ce qu'on dit. Tu vois, quand je vois Elon Musk, qui a été un entrepreneur, on peut dire qu'il l'est encore. Je ne suis pas sûr que c'est ce type d'entrepreneur que j'ai envie de voir à certains niveaux de décisions politiques. Ouais, là, les lignes elles vont bouger, d'après moi, mais peut-être pas dans le bon sens. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un peu de mesure. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui sont équipés pour porter ce type de projet-là. Je pense qu'il ne faut pas les laisser seuls. Il faut venir essayer d'apporter des contributions. Je pense que le but, c'est de rester connecté à son environnement, son écosystème, savoir où est sa place. Et puis parfois, c'est bien d'être leader, parfois, c'est bien d'être contributeur, parfois, c'est bien d'être là en tant que checker. Donc, il y a différentes positions sur lesquelles on peut être utile à la société. Avant de parler de ta passion du poker, parce qu'on va y arriver. Ah, on oublié. Oui, on avait oublié avec moi. Avec le poker. Juste aujourd'hui, du coup, tu n'as plus ta boîte ? Alors, avec le Covid, après 14 ans, ça a été très difficile puisqu'on avait un business model as a service. Pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est que tu produis, tu développes tout et en fait, tu te fais payer mois par mois. Tu as un petit bout. Au lieu de payer le truc 100 000 euros, tu permets aux gens, par exemple, de payer 1 500 balles par mois et tu inclus les services. Et c'est un business model qui facilite l'adoption de tes technologies, de tes services. Et c'est ce qui s'est passé pour mon entreprise, parce qu'on était une entreprise avec de la demande qui augmentait, ce qu'on appelle 2 chiffres de croissance. Et donc, comme on avait aussi la production, on devait produire. Donc, on a sorti beaucoup de cash pour pouvoir mettre les systèmes en leasing. Et malheureusement, il y a une décision d'extraterrestre qui est arrivée, c'est que plus personne dans les bureaux, les frontières fermées, plus personne pour payer, plus personne pour bénéficier de nos services. Donc, on a mis beaucoup de cash et on n'a pas prévu dans le business model qu'un jour, la planète pouvait fermer. Et ça, c'est vraiment ça. Fallait le prévoir. Compliqué. La vision. Manque de vision, Ramesh, ça se paye cash. Ça se paye cash. Ouais, c'est pénible quand même. C'est un événement. Ça a quand même. Ça m'a changé la vie quand même. Après 14 ans, franchement, je crois que je me suis vu beau. Je pense que je n'étais pas le seul. Mais j'ai rien vu venir avec ce que ça pouvait représenter, le Covid et les conséquences du Covid. J'ai la voix qui tremble en disant ça. J'espère avoir appris. Je ne sais pas ce que je peux apprendre de ça. Mais j'y réfléchis encore. Mais ça peut apprendre qu'en fait, quand tu penses qu'il ne peut plus rien t'arriver, la planète peut fermer. Toujours t'arriver. Ouais. En fait, c'est... Mais quand tu es entrepreneur, tu ne mets pas ça dans un business model. Et on est régi quand même par des business models. Dans un business plan, tu ne mets pas à un moment donné le monde ferme. Tu vois. Cette case-là est très peu activée sur la planète. Donc, c'est un bad beat, on va dire, pour faire le lien avec le poker. C'est un super bad beat. Il n'y a pas beaucoup de pourcentage. Mais la vie est toujours belle. Je suis toujours avec ma femme et mes 2 filles. Ça fait 30 ans que je suis marié. Faut se reconstruire. Là, je suis sur un projet avec un président qui me fait confiance. Donc, voilà. On peut en parler de ce projet ? Ou c'est encore, pour l'instant, c'est... Non, écoute, pour l'instant, on essaye, nous, je te l'ai dit, de mettre de l'IA, d'aider les entreprises en France à embrasser l'IA, à comprendre ce que c'est, à structurer l'infrastructure, à mettre de la donnée et surtout avoir un numérique souverain, avoir des clouds souverains, avoir des IA qui maîtrisent et avoir des structures de données sur lesquelles on applique bien toutes les consignes RGPD, NIS2, enfin, toutes ces obligations de conformité, voilà, pour que les entreprises françaises soient préparées à pouvoir dire ce qu'elles font en matière de données, en matière d'IA, et à migrer vers ce monde numérique qui se dessine avec quelques IA. Donc le projet, je trouve, est bien, c'est utile à nos entreprises. Et ça va bien justement dans la période et puis dans tout ça,
un peu l'informatique souverain français, quoi. Quand tu formes comme ça les gens à l'IA, donc quand tu rencontres des patrons des entreprises, etc., c'est quoi un petit peu tu vois, on va dire, j'ai pas envie de dire un nom, mais les questions qu'ils te posent là-dessus, les premières questions qui arrivent, les questions qui reviennent tout le temps. Est-ce qu'il y a des questions un peu, j'ai pas envie de dire con, mais tu vois, très basiques, où finalement tu dis, mais vraiment, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qui revient le plus au final? Ce qui revient tout le temps, c'est à quoi ça sert et comment ça marche. Et qu'est-ce que je vais en faire? Et après, le deuxième truc qui arrive, mais je vais gagner de l'argent avec ça? Comment je vais gagner de l'argent? Est-ce que j'ai gagné de l'argent avec ça? Est-ce que si je déploie ça, je vais vraiment gagner de l'argent? Est-ce que c'est pas une tarte à la crème? Tu vois, ça revient à dire, imagine Internet arrive, là on a quand même du recul. Hein, on a quand même plus de 20 ans de recul. Et le gars te dit, mais avec Internet, je suis vraiment obligé d'y aller? Je suis vraiment obligé, t'es sûr? Ça veut vraiment dire qu'il est réfractaire au changement, quoi. Non, ça veut dire qu'il y a des gens, tant que sur la dernière ligne de la profitabilité, ça crache pas tout de suite. Penser le coup d'après les intéresse pas. Il faut que ce soit concret tout de suite. Voilà, donc je pense qu'il faut éduquer, il faut expliquer que les technologies, c'est un cycle où d'abord on regarde, on apprend, on teste. Et en France, il y a des beaux dispositifs comme ça pour tester. Il y a le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation. Il faut prendre le temps de tester, d'apprendre, d'adapter le modèle à son entreprise, à ses équipes, à ses process, et puis ensuite d'accélérer. Mais il faut jamais vouloir aller trop vite. Tu vois, il faut créer ce qu'on appelle le ramp-up, démarrer progressivement pour pouvoir ensuite accélérer. C'est un peu le modèle, tu sais, de la courbe virale. Ça démarre tout doucement puis ça accélère. C'est exponentiel. L'IA, c'est un peu ça. Il faut qu'on l'adapte aux entreprises et il faut que les gens donc changent leur mindset, parce que le chef d'entreprise, c'est pas juste celui qui doit dire je vais payer pour ça. C'est celui qui doit aider ses équipes à y aller. C'est celui qui doit encourager les gens à y aller. Donc, il faut vraiment les former pour qu'ils aient le bon discours, la bonne approche et aussi les mettre dans le bon cadre de temporalité. Et est-ce qu'ils vont pas aussi être... Tu vois, par exemple, je pense qu'il y a des domaines où ça va être très compliqué d'expliquer à ces équipes qu'on va intégrer de l'IA, parce qu'il y a des gens, ils ont peur pour leur job au final aussi. Comment on fait pour leur faire comprendre que il y a des métiers qui vont être impactés, il y a aussi des nouveaux métiers qui vont émerger, il va falloir réadapter. Comment on fait pour enlever cette peur finalement sur le futur? Écoute, moi, avec Internet, sur les différentes technos, au départ, les gens étaient un peu pudiques. J'ai dit oui, Internet arrive, mais vous aurez toujours votre job, vous verrez, on va gérer tout ça. Moi, je pense que depuis Internet, les gens ont mûri, on a progressé et on comprend les choses. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire aux gens, une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle va créer des changements dans l'entreprise. On va devoir restructurer et il faut qu'on pense au job d'après. Parce que s'il y a permis d'optimiser des jobs, je pense que la chose la plus rationnelle et mature à faire, c'est de dire aux gens, toi, ton job va être impacté, toi, ton job, pour l'instant, n'est pas impacté, mais si ton job est impacté, qu'est-ce que tu fais après? Et comment on t'accompagne pour aller vers le coup d'après sur un projet qui te plaît? Parce que la bonne nouvelle avec l'IA, c'est qu'on peut aussi mettre en place des projets qui plaisent aux gens. Et malgré ce qu'on peut croire, optimiser, réduire les coûts, faire du profit, oui, c'est normal, toutes les entreprises pensent à ça. Mais les entreprises, sincèrement, les chefs d'entreprise que je rencontre ont aussi envie de penser la durabilité pour l'entreprise, de garder leurs équipes, de faire tourner les systèmes, de faire partie de demain. Donc tout ça, ça se pense. À mesure qu'on change, on pense aussi le lendemain. C'est pour ça que je dis qu'il y a un process pour faire le quotidien, le penser, mais prévoir le coup d'après. Et ça se fait ça, le chef d'entreprise a un rôle extrêmement important, lui et ses directeurs, pour aider la transformation. Et c'est un mot qui est hyper important. Transformer, c'est pas la baguette magique d'Harry Potter. C'est prendre le temps de se parler, de mettre en place dans le temps les bons systèmes et les bons investissements qui vont nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. En tout cas, c'est vraiment passionnant tout ce dont tu nous parles. Il y a plein à dire, mais je crois que c'est pas le sujet aujourd'hui. Si c'était pas le sujet, on aurait fait fausse route. Dites-moi. Non, mais on va parler un petit peu maintenant de ton autre passion. Comment t'as découvert, comment t'as mis les pieds la première fois dans une salle de poker écoute, c'est un peu l'histoire de ma vie. Vous allez rire, mais moi j'ai commencé avec le poker quand j'étais plus jeune. Parce que quand on n'a pas de thunes, pour en gagner, on travaille. Ouais. Voilà, on le fait. Et puis après, pour boucler un peu les fins de mois, parce qu'il faut sortir un peu, il y a un petit bout de vacances, il y a un petit bout de club, on se dit, putain, faut que je trouve un moyen. Donc le jeu, quand tu as l'impression d'avoir un petit avantage, quand tu arrives à calculer, à réfléchir un peu, tu dis, ça peut peut-être faire la différence. Donc je me suis rapproché du poker. C'était pas le Texas Hold'em à l'époque, c'est le poker tout court. Le fermé, ouais. Voilà, et quand j'étais... Alors, poker fermé, c'est marrant parce qu'il y a différents types de poker, mais il y a le poker fermé, mais il y a d'autres types de poker. Il y a notamment un jeu mauricien qui s'appelle le Boca.
Ok. qui n'est pas assez connu, mais c'est un autre sujet. Ok, non, Ah, on va vas-y, découvrir, c'est on quoi adore les nouveaux jeux. On adore les variantes, il est c'est top. quoi? Il est top le boca. Si tu veux, ben, tu as une carte que tu montes, tu as une carte que tu caches, puis tu payes pour toutes les autres cartes qui arrivent, tu vois. C'est une sorte de Texas Hold'em avec 2 cartes dont une carte découverte. C'est vachement marrant. Et t'as une seule carte et tu dois faire la meilleure combinaison avec, C'est ça, avec ta pour- carte au milieu. combinaison Ok. poker classique, et puis tu payes pour les autres cartes qui arrivent. Et donc les gens voient un bout. Donc tu vois, on libère une partie de l'information, ce qui diminue un peu théoriquement l'incertitude. Et c'est un jeu passionnant. Mais c'est un autre sujet. Moi, je suis arrivé au poker parce qu'à un moment donné, avec les copains, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui aimaient bien jouer au poker. Et puis ça me permettait de gagner un peu de thunes. Et puis bah, je fais ça en plus en étudiant. Parce qu'en étudiant, les gens, bah, ils ont un peu plus de sous que quand tu es jeune. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui avaient, eux, un peu pas mal d'argent en étudiant. Tant mieux pour eux. Et je me suis dit, tiens, si je peux, pourquoi pas, pendant les parties, me faire mon divertissement, boire un coup et prendre quelques dollars. J'aurais moins à me lever tôt demain pour aller taffer, même si je devais quand même le faire. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors donc c'est des parties privées entre copains, donc ça joue. C'est ça. Ça joue quoi globalement au fermé? Ça joue fermé, avec des subs assez limités, parce que reste dans un monde d'étudiants. Mais quand tu arrives à gagner, alors je vais vous faire rire parce que c'est des sommes ridicules, mais quand tu arrives à gagner 4000 francs par exemple en une soirée, pour l'époque, ça te permet quand même de tenir Attends, mais 6 mois. C'est énorme. Ah, 4 c'est 000 monstrueux. balles quand t'es étudiant à l'époque, c'est beaucoup. Mais c'est monstrueux, tu vois. Et donc, tu dis, tu fais vite, tu vois, tu fais ton petit calcul entre y aller tous les mois et là, passer une bonne soirée en plus, fumer tes petits clottes, boire ton petit coup et en plus repartir avec quelques dollars, tu fais I like it. Donc voilà un peu mon point d'entrée. Et sur ça le t'a poker. jamais lâché? T'as toujours joué? J'ai toujours joué. J'ai toujours joué parce que je pense que pour moi, le jeu, ça cultive mon habitude à prendre des risques. J'assume mes pertes. J'ai toujours joué une certaine somme qui me paraissait par rapport à mon niveau de vie raisonnable. Peut-être que par rapport à d'autres, j'en mettais un peu plus, mais j'ai jamais pris le risque de ne pas pouvoir avoir de toit, de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir m'habiller, de fonctionner, quoi. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le risk-reward. C'est-à-dire tu n'as pas de risque inconsidéré, tout est un risque maîtrisé, quoi. Il y a une forme de calcul, c'est-à-dire plutôt que de mettre de l'argent dans des restos ou dans d'autres types de sorties, moi je préfère le placer et je mise mon action à moi, c'est moi. Donc j'ai l'impression d'être acteur quand je fais ça. Tu te rappelles de l'arrivée du Hold'em? Ouais, bien sûr, parce que tout de suite, ça a créé une émotion. Je me suis dit, on va pouvoir jouer au poker avec tout le monde et on n'a plus besoin de se cacher parce que faut dire ici, pendant un moment donné, c'est des parties privées. Ouais, bien sûr. On a toujours l'impression d'être au temps, je ne sais quel temps Dans d'ailleurs. les films des délinquants. Dans et tous tout, les films de Des délinquants, bandits. c'est la Et d'ailleurs, prohibition. ouais, T'as vu des trucs dans des parties privées, genre à l'époque, je sais pas, qu'on peut s'imaginer comme un peu comme dans des films. Je sais pas, des mauvais The payeurs, des Player, mecs. Mauvais payeur, non. Moi, j'ai toujours été dans un environnement d'étudiants, je le dis. Et avec des gens quand même qui ont un certain comportement. T'as pas trop été dans les arrière-salles de. Non, j'ai pas été dans les trucs un peu ouais, bad et tout ouais. ça. Non, franchement, non. C'est étudiant, voilà, ça fixe un peu le cadre, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Ok. Et donc le Hold'em, alors donc. Et le Hold'em, quand c'est arrivé, le Hold'em, ça arrive vers 2003. Ouais, un truc comme ça. Là, j'allais dire milieu 2000, des années 2000. Ça arrive tout doucement. Je regarde ça. Bon, un peu loin, parce que comme voilà, on travaille en même temps. J'avais fait un choix de vie. Je suis très impliqué dans ce que je fais, mais j'hésite pas dès que je peux faire une partie, et ainsi de suite. Puis le premier gros tournoi que je fais finalement, c'est celui de Barrière, À Enghien, à Enghien. celui que gagne Vikash Dorasso. Celui que gagne Vika, j'ai des belles photos J'étais avec là, lui. moi, j'étais déjà sur place, moi. tu Ah vois. bah écoute, j'étais là-dedans. Et c'était mon premier grand tournoi et j'avais gagné un petit ticket, tu sais, en faisant la qualif. Donc, Parfait. super cool. Tu vois, au niveau ROI, j'étais super fier de moi. J'arrive dans le truc, je rentre dans le tournoi, j'ai fini un truc du style, j'ai gagné 5000 balles, un truc, 5000 euros. Bon, moi, j'étais content. Tu finis 40e, non, c'est ça, dans le top? Non, je crois que Comme ça c'était mieux que ça. Je crois que j'étais dans les 2 dernières tables. Ah, de donc mémoire. 12e, non, je crois Ah, que c'est demi. 12e, alors ça va être Je me souviens 12e. plus, mais j'étais un truc, j'étais fier de moi. Et je suis sorti As-Dame. As-Dame face à paire de rois, tu vois. Et As-Dame, je pousse tous mes jetons, je me dis, je suis pas mal, je vais faire peur. Le mec me suit, paire de rois, je me dis, j'ai encore un as, je suis vivant. Et comme d'habitude, quand j'ai un as, il sort jamais. Si j'avais eu 2 rois, j'aurais Il y avait un as. j'aurais tout de suite vu un as. C'est toujours tu comme vois. ça, c'est toujours comme ça. Et franchement, je suis passé à côté d'un truc. En plus, je voyais Vikash à côté. Lui aussi, il est d'origine mauricienne, Vikash. C'est un cousin, on va dire.
Et on rigolait, on faisait des petites photos comme ça, on se dit, tiens, ça peut être marrant d'avoir 2 gars d'origine Donc on mauricienne. se fasse la TF ensemble. Et lui, il l'a gagné. Ouais, exact. il l'a Lui, il gagné. a gagné cet enfoiré, donc félicitations à lui. Et puis moi, cet as-dame m'est toujours resté en me disant, mais tu vas sortir cet as. Et du coup, ça m'a laissé une trace mémorielle dès que j'ai as-dame. Mais comment je Aïe. flippe? Ah, dès que je vois as-dame, je fais ça, c'est ton dernier jour. Allez, vas-y, regarde le truc. Et je vais vous dire un truc, ça rate très peu. Chaque fois que j'ai as-dame, je me fais défoncer. Ouais, mais t'amènes les mauvaises ondes dès que tu vois As-Dame. Faut être positif. Mais j'essaye, mais ça Mais change tu vois, rien. c'est marrant comme. Et ça nous est déjà arrivé. On a déjà reçu ici un maître en physique, genre émérite. Et comme quoi, tu vois, des fois, on perd son objectivité. Mais bien sûr. Dans le jeu. Alors que, tu vois, peut-être qu'Asda. Et en fait, des fois, on se souvient même pas. Des fois, on l'a gagné. Ou c'est nous qui l'avons. Tu vois. Bah, c'est l'émotion du jeu. Et en fait, toute l'émotion. c'est C'est justement l'émotion l'émotion du de jeu. ce jeu qui t'enlève des fois ce côté un peu objectif de. Bah, en fait, je vais gagner. Finalement, deux rois As-Dame, je vais gagner 30% du Alors, temps. si je peux pondérer le truc, quand j'ai mes as-dames, je les joue. Mais ça déclenche en moi le truc. je Des vais souvenirs, faire- tes C'est-à-dire, souvenirs ça de déclenche tes- où ça y est, c'est as-dame. N'y va pas, tu vas te faire défoncer. Mais j'ai mon côté rationnel qui revient, qui fait vas-y. Bah, c'est fort, faut le As-Dame, jouer. Là, Quoi. c'est fort. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est monstrueux, as-dame, défonce-le. Dis-lui bonne chance au mec, vas-y, je te suis. Mais au fond de moi, je me dis, si tu te fais défoncer, viens pas chialer. Parce que monsieur aussi, quand il perd un coup, il sort pas juste du tournoi. Il y pense tout le temps. Je me couche pas. C'est-à-dire, je repense au coup, je repense... Et comme j'intellectualise un peu ce jeu que j'aime franchement beaucoup, j'adore ce jeu-là, je trouve qu'il a d'énormes qualités, j'y pense sur le lit, j'y suis encore. Et ma femme, Ah, ça qui est à tâche côté pas, de quoi. moi, ah bah oui, surtout je me dis, parce que des fois je perds avec As-Dame, le machin d'à côté, il a Roi 7, ou il a Dame 6, c'est ma main fétiche. Dépareillé, bien sûr, c'est meilleur. Ça m'a fait. Tu vois, que des trucs comme ça, voilà, et je suis encore dedans. Et ma femme me voit, me fait, ça y est, ça va être comme ça toute la nuit. Je n'ai pas parlé, elle me fait, t'as pas besoin de parler. Ta femme, elle te regarde, elle fait. Tiradi. Elle te dit As-Dame, As-Dame. Ah putain, ne Bah, joue écoute, plus c'est la As-Dame. Bah écoute, voilà. Donc oui, non, mais ce jeu-là, c'est très prenant quand on fait ça. Tu te renseignes, tu lis des choses pour essayer de progresser. Bah, c'est le côté chercheur. Hein. Oui, tout ce qui est logiciel qui traîne. Et il y a beaucoup de choses maintenant. Hein. Putain, mais Il y a c'est juste beaucoup, incroyable. beaucoup de beaucoup Eh, mais de les ressources. solvers, ça permet de faire des progrès pour comprendre les positions, pour les gens qui n'aient pas un background un peu, pour se servir un peu du calcul. C'est juste fantastique. La position, le niveau de risque, le type de joueur. J'essaye de progresser tous les jours. Donc, en permanence, j'essaye de faire progresser mon poker parce que je pense que c'est vraiment un art à un moment donné. Le poker, franchement, hein, on sait qu'il y a une variable chance qui est importante. Il y a des composantes techniques, on le sait aussi. Mais il faut aussi faire progresser la variable émotionnelle. Il y a des fois, il y a des mains à lâcher, qu'on n'aime pas lâcher, qu'on n'a pas envie de lâcher. Mais on a des profils de joueurs, il faut le lâcher parce que si le machin il est là, c'est pas bon. Mais voilà, donc c'est toute cette pondération-là qui fait que je trouve que c'est vraiment un art dans les jeux d'esprit. Et ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, c'est comme un poisson que j'arrive pas à attraper. Et je sais même pas si j'ai envie de l'attraper, tu vois. Parce qu'il me procure des émotions, je passe un bon moment. Et il faut juste bien gérer ça dans un modèle économique stable. Mais fondamentalement, voilà, pour moi, le poker, c'est beaucoup plus qu'un jeu. Justement, l'IA, est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences négatives sur l'avenir du poker Totalement. Totalement. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment... je regarde les gens, tu vois. Après, c'est le côté observateur, et je suis pas le seul, et plein de gens le font. Tu vois, souvent, je vois des gens habillés avec des lunettes, avec des cache-coups, avec, tu vois, tout un appareil pour masquer leur identité physique et émotionnelle, tu vois. Et je trouve que ça, faut s'en méfier, parce qu'avec des technos comme les Google Glass, comme la réalité augmentée, avec des technologies de captation, je pense qu'il faut vraiment faire que ce jeu reste un jeu humain et que ce soit entre humains qu'on joue au poker. Donc, il faut vraiment faire attention et c'est difficile pour les clubs, pour les cercles, pour faire attention que les technologies ne prennent pas le pas sur ce jeu qui doit rester un jeu d'esprit et un art. Ouais, là, on arrive sur des triches un peu vraiment retour vers le futur, quoi. C'est sophistiqué. Hein. Mais qui, à terme, avec le développement de la technologie, vont être accessibles à beaucoup de monde, c'est certain. Et pour le online, par exemple, comment faire pour contrer ça un petit peu? Je vois pas. Toi, tu penses que c'est impossible à Je terme? pense que pour l'online, c'est mort. Je pense que déjà les plateformes online, leurs algorithmes reflètent pas tout ce qu'on vit quand on est dans une salle en réel, même en termes de modèle de distribution. Et même si les gens essayent de prendre ce qui se passe sur différentes tables de jeu, de prendre des séquences et autres,
je pense que le online, en termes de, on parle bien de cheating, de tricherie, offre des opportunités pour les gens qui ont envie d'acquérir de l'argent comme ça d'une mauvaise manière. D'ailleurs, un peu, le online, pour donner une image qu'on comprenne facilement, tu vois, tu as les comics, les super-héros que j'aime tant, et tu as un truc qui s'appelle le MCU. Le Marvel Comics Universe, qui passe au cinéma et sur lequel c'est plus les mêmes personnages, ils n'ont plus les mêmes pouvoirs, on change le scénario, bref, on travestit le truc d'origine. Pour moi, le online, c'est un peu un produit dérivé de ce qu'on peut vivre dans une salle et c'est en train de devenir autre chose. Donc, il faut faire attention avec les technologies parce qu'on peut mettre beaucoup de trackers, beaucoup de choses, mais on peut augmenter son système de connexion, ce qui fait qu'on peut être multiconnecté sans être connecté sur le même système et ça peut augmenter le niveau d'information qu'on a pendant une partie et si on a des bons GPU pour faire le calcul, ça peut fausser le jeu. Mais là, vous voyez, on rentre dans des termes techniques, ça veut donc dire qu'on n'est plus dans le plaisir de jouer, on n'est plus dans le poker, on est dans la volonté de gagner de l'argent. De toute façon, la triche, c'est pas le plaisir de jouer. Voilà, et ça s'appelle la triche. Et je pense que c'est important de lui dire, il faut encourager les gens à rester dans ce qu'on appelle un jeu, un art, quelque chose qui est loyal et qui permet des espérances de gain, parce que le reste, ça s'appelle braquer. Qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, on dénature finalement toute une industrie qui est en train de naître et qui mérite beaucoup mieux que ça. Il faut quand même rappeler, moi aussi pour pondérer ce que tu dis, c'est que les plateformes aujourd'hui, en tout cas sur les sites français, ont des systèmes, par exemple, tu parlais d'un peu du multi-account, de tout ça comme ça, ils sont quand même, ça fait une grosse partie de leur budget va dans la sécurité. Et si on joue sur des sites comme ça un petit peu plus sécures, c'est sûr que si on va sur des rooms un peu plus obscurs, là on s'expose à plus de risques et tout. En tout cas, en France, on sait qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour un peu protéger le joueur. Alors pour le formuler autrement, ils font partie de l'industrie du poker. Et je pense qu'il ne faut pas remettre en cause leur existence. Par contre, le point d'alerte est sur le fait qu'eux-mêmes doivent montrer patte blanche. Et pour ça, il faut mettre des labels. Il faut dire, nous, sur notre site, ça oui, ça non. Et d'ailleurs, on crée un label. De la même manière, des gens créent des labels pour dire, tiens, là, en termes de cyberprotection, on est au niveau top. Tu vois, les contraintes RGPD et autres. Je pense que ça vaudrait le coup de penser à des labels au niveau poker. C'est une idée. Ce qui est finalement le travail de l'ANJ, qui est l'autorité nationale des jeux. Normalement, leur travail, c'est de certifier que telle plateforme est sécure et legit, que les fonds des joueurs aussi, parce qu'il y a ça qui est important, que les fonds soient bien dans les coffres et que si toi demain tu as envie de retirer ton argent, tu peux le faire quand tu veux, genre de choses. Normalement, c'est leur travail à l'ANJ. Là, on parle de la plateforme, donc oui, ça, il faut le montrer, il faut le dire. Mais après, on parlait de cheating, de tricherie. Donc comment on explique qu'on est devant sa plateforme, on est connecté, mais on peut avoir d'autres ordinateurs, d'autres systèmes qui nous permettent d'avoir de l'information, d'autres modalités qui nous permettent d'augmenter notre connaissance. Donc, on rentre, quand on est sur une plateforme, tu vois, on est dans des modalités différentes que quand on est dans une salle tout seul. Tu vois, on est en train de jouer, on prend ses risques, on assume ses décisions, ses analyses. Donc, les technologies, parce qu'on parle de ça, de l'IA, mais pas que de l'IA, toutes ces technologies de captation, de calcul, permettent d'augmenter la connaissance et donc ça crée une asymétrie informationnelle. Ça augmente un peu le cerveau de chacun. Donc voilà, il faut juste regarder ça, ne pas se cacher, communiquer, expliquer. Je pense qu'il y a une partie d'évangélisation à faire là-dessus pour que ça reste aussi du plaisir et surtout qu'on aide cette industrie à se développer. Parce que dans tous les pays du monde, en France, on vit des choses, des événements juste terribles. Au moment où je vous parle, les cercles privés sont fermés pour des raisons... franchement, c'est pas glorieux. En coup de signature, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment pas glorieux, quoi. On mérite mieux dans le pays. Mais voilà, c'est à nous aussi d'aider à structurer cette industrie, à porter des voix, à porter des propositions, à pouvoir communiquer aussi d'une manière rationnelle et sortir de cette image de bad boy ou de bout de garage ou de bar fermé dans lesquels je joue dans des sous-salles ou des caves. Voilà, ça se construit et ça s'explique. Et ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Mais le cheating reste le cheating. Et dans notre société, si on prend les fake news, si on prend la désinformation, on a beau dire on veut pas, ça se diffuse. Donc, l'idée, c'est pas d'être parfait, c'est de montrer comment on fait pour s'améliorer régulièrement. Et puis, de toute façon, dans un milieu de jeu d'argent, il y aura toujours. Et il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Il y a toujours quelqu'un qui essaiera de trouver. Easy money. Ça attire l'argent facile, ça attire, bien sûr. T'as des copains dans le milieu du poker ? Alors, je vais vous faire rire. Moi, je n'ai pas vraiment de copains dans le milieu du poker. J'espère en avoir plus.
De jour en jour, je rencontre des gens, mais au départ, je suis arrivé plutôt en mode vase clos. Parce que je connaissais personne, et puis moi aussi je me suis dit, oh là, à qui je parle. Et puis parfois il y a des profils, j'ai pas trop envie, pour être très honnête avec vous. Vous êtes copain avec eux. Voilà, je sens qu'on va pas pouvoir se parler de grand chose. C'est pas comme si je rencontrais un chercheur et on peut élaborer sur des idées. Mais de plus en plus maintenant, je commence à rencontrer des gens avec qui on peut avoir deux types de conversations. Donc voilà, ça commence. J'ai pas encore ce niveau de confiance, mais ça se crée. Des gens m'aident aussi, parce que j'ai une ou deux personnes. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai rencontré Philippe. Philippe Torza, qu'on embrasse. Voilà, qui était dans ton fauteuil il y a quelques mois. Ouais. Ah, magnifique. Et qui a gagné le truc d'ambassadeur de l'Europe et tout ça. J'ai voté pour lui. Donc, bravo, Philou. Je trouve ça bien. Voilà, Philippe, c'est un peu ma porte d'entrée. Et m'a présenté une ou deux personnes que maintenant, je commence à rencontrer des gens. Et... Ah, donc tu fais du turf aussi alors? Tout doucement. Il t'a mis là-dedans. Il t'a attrapé. Et bon, hein, tout doucement. De toute façon, nous, quand on a reçu Philippe ici, la première chose qu'on lui a demandé, c'est attends, Philippe, t'as pas j'ai jamais joué de ma vie, t'as pas un petit tips? Justement, tiens, mets Equidia, j'ai dans la 5e, rien compris. Le 14. Vas-y, on a rien compris, mais ça a gagné. Mais c'est un sacré personnage, Philippe. Il mérite justement être connu. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, moi, il m'inspire confiance, et puis voilà, il m'a permis de rencontrer des gens. Et puis maintenant, je pense qu'entre maintenant et fin d'année, voilà, j'aurai peut-être beaucoup plus, ou quelques amis de plus dans le poker. Et voilà. On va maintenant tester, hein, puisqu'on a parlé poker. On va voir ce que tu vaux. Hein. Tester tes connaissances. C'est foutu. Tout le monde va voir que tu es un fiche. J'espère qu'on n'a pas de dame. En même temps, c'est pas un scoop. Hein. Alors. Chichi, attends, Chichi. Vas-y. Attends, elle est où, merde? Dépêche-toi. Attention. Je l'ai pas. Elle est où? T'as pas la musique de la partie technique, Gab? La partie technique. La partie technique avec Chichi. Alors, je vous place un petit peu le contexte. On est en table finale du 25 000 WSOP Super Main Event. Ça, c'est le truc qu'ils nous ont fait la dernière fois. Donc, il y a vraiment une tonnasse à gagner. On va être dans la peau d'un des meilleurs joueurs du monde, dans la peau de Michael Adamo. On est en big blind avec As-10 off. Si tu connais pas, c'est pas le chanteur. Hein. Voilà. C'est un top player. On a Yinan Koppen UTG, donc on était 7 à la table. Et on va avoir As-10 en big blind. Ici, est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on 3-bet? Est-ce qu'on se couche? Imagine, tu es en table finale d'un 25 000. Ici, Ramesh, qu'est-ce que tu fais avec As-10? Il y a combien? 6 millions à la gagne? Je crois qu'il y avait plus que ça. Hein. Ah ouais? Wow. Ouais, plus que ça. Attends, s'il y a autant à la gagne, et je suis en train de regarder en termes de stack. J'ai 56, c'est ça? T'as il 56, il a open, il a 21. Ouais. Il a 21. Leader. Il open, il est UTG. Ouais. UTG alerte, d'accord. Mm. Position 10, ça peut être dangereux. Par contre, j'ai As-10, qui est une belle main qui se défend. Moi, je pense que s'il y a plein de millions à gagner, j'ai pas envie de prendre de risques trop foufou. Okay. Donc là, c'est bien 6 millions à gagner. 6 millions, c'est monstrueux. Mon Dieu, ça peut changer ma vie. Donc, je pense que là, fondamentalement, moi, ce que je vais faire, je vais coller. Mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui feraient « Ramesh, tribet, défends ta main !» Je suis « Ok, mais non, je vais coller avec As-10 dépareillé. » Ok, on part pour call. Moi, j'aime beaucoup le call. C'est validé ici. Et en plus, on va trouver un flop qui est pas mal quand on a As-10. 10, 7, 4 avec un tirage couleur. À trèfle, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu bêtes? Est-ce que tu check et t'attends de voir ce que fait C'est rigolo d'être dans la peau d'Adamo pour une fois, tu vois. Ouais, écoute, moi franchement là, avec le flop qu'il y a, je vois 2 trèfles, ça me met pas à l'aise. Je vois des possibilités aussi de quinte qui se dessinent, même si elles sont un peu loin. J'ai un 10, j'essaierai de, quand même, j'ai le stack pour faire peur peut-être à notre ami qui s'appelle Yinan. Après, ma seule crainte, c'est que si je raise, qu'il me fasse un all-in en mode désespéré, en mode bluffé. Donc, ce que j'essaierai là-dessus, c'est de faire un petit raise pour voir un peu comment il réagit. Tu prends la température. Je prends la température. On va checker. Et c'est Yinan qui va plutôt prendre la température, à faire un petit bet. C'est 1,5 blind dans 5. Ouais. Donc, imaginons tu es checké ici. Est-ce que tu check raise ou est-ce que tu check call? Là, franchement, j'aimerais valider un peu le mec s'il en a dans l'estomac ou pas. Parce que comme il y a 2 trèfles... Mais prends bien ton micro. Sinon, je voyais... On va se faire engueuler sinon. Ouais. Là, comme il m'a fait un petit raise, j'aimerais voir un peu comment il réagit si je lui double ça.
par rapport à son stack, ça va représenter quand même 10%. Donc, je mettrais bien un petit raise pour le faire. Après, checker, ce ne serait pas un mauvais coup d'après moi. Call, tu veux dire. Payer, ce ne serait pas un mauvais coup. Le problème de check raise, est-ce que finalement c'est un peu de check raise pour info, tu vois, mais est-ce que tu vas vraiment avoir une info tu vois, tu vas surtout te retrouver à avoir fait un peu grossir le pot et lui, il va être en position. C'est vrai, mais je préfère qu'il fasse maintenant all-in ou qu'il me fasse un gros bet pour que je sorte de là. Pour être fixé direct. Pour être fixé direct. J'ai pas envie de lâcher trop de thunes. Ok. On va check call. Alors, on va payer. On va voir la turn. La turn, en général, c'est une dame off. Non, la turn, c'est le 9 de cœur. Ah. 17-4, 9. Tu vois, Ici, cette maladie de la quinte dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Imaginons que tu es check call. Est-ce que tu mises cette turn ou est-ce que tu continues de check? Donc là, je continue très clairement à checker. Là, je suis paralysé comme un lapin qui a de la lumière dans les yeux. On part pour check. Comment tu check ou tu bêtes? Si tu me poses la question. Non, je te demande. Non, mais si tu me poses la question, c'est que. C'est qu'on a peut-être eu envie de lead, mais non, je vais checker. En vrai, c'est quand même une carte qui touche beaucoup plus notre range que parce la range de UTG. Lui, il a valet 8 suit quand même. Non. UTG, non. Donc, il open sur la range du chip leader. Il y a Mustafa Kanis qui est l'autre chip leader au bouton. Il n'a pas de valet 8, donc en gros, et clairement, ça peut être une turn qu'on a envie de lead small parce qu'elle nous avantage plus. Mais c'est ce qu'on va faire. Tu vois, je te connais. Voilà. Tu vois, s'il me dérange, je mets les petites pistes. On va donc bet ici. On fait un carpo sur ce 9 à la place de Adamo. Et on va se faire raise. Et voilà. C'est le scénario qu'on craignait. Et on va se faire raise par Yinan. Du coup, c'est marrant de se faire raise ici. C'est 5 bébés. C'est assez marrant de se faire raise. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fold ici? Finalement, on a pris la température. Ok, bon, ça sent pas bon. L'eau a l'air chaude. Ou est-ce que on a un peu ce raisonnement de ça fait pas trop de sens, donc on call. Qu'est-ce que tu fais ici, Alors, franchement, il y a 6 millions à la gagne là. Il y a 6 millions à la gagne, ouais. Il y a le 9, je te dis, j'avais déjà le curseur sur la quinte qui me démangeait. Franchement, il peut tout avoir là. Il peut pas tout avoir. Il a une range assez serrée quand même. Pour toi, il a 20 blindes du TG. Il a une grosse pression. Il open sur nous qui sommes l'un des meilleurs joueurs du monde avec un énorme stack. Ouais. Donc il va pas open valet 8, suit par exemple, il va quand même avoir une range. Il a pas 8 et 6 forte, quoi, mais ici je pense lui il a beaucoup d'overpair. Ouais, moi franchement Max là je call. Franchement, pour moi c'est call ou fold. Mais le mieux que je fais là-dessus, c'est que je m'amuse pas à jouer Batman à le pas de tapis. Non. Voilà. Donc pour moi, le maximum que je fais là, franchement, c'est cool. Il va avoir des plein de Broadway connectés, j'imagine. Oh, il a des rois dames suit. Il a tous les Broadway suits ici. 9 et 10 suits, ça open quand même. 9 et 10 suits, il peut éventuellement l'open. Après, ça fait 2 combos. Ça fait 2 combos, hein, mais même un combo au final, parce qu'on a. Il a quand même ouvert UTG. Hein. Ouais, non, 2 combos. Non, ça fait 2 combos. 2 combos, ouais. C'est le 10 de cœur. Il a quand même ouvert UTG. Hein. Il a ouvert UTG, ouais. Donné, je sais qu'on a toujours l'impression de se faire bluffer systématiquement par le mec. C'est une des règles au poker. Hein. Ça fait partie du jeu. On peut accepter. Mais voilà, en étape finale, il y a pas mal. Après, voilà. Moi, maximum, je te dis, je call. Tu payes et on voit. C'est ce qui va se passer. On call et donc on va voir la river. Bon, ça fait plaisir. Allez, la river est pas mal. Ah, c'est pas un trèfle et c'est. Allez, non, mais c'est une dame de carreau. Tu la voulais, ta dame off, tu l'as. 17-4-9 dame. On va checker. Et Yinan va donc faire tapis, moins une blinde, la spéciale, on connaît. Il se laisse une blinde derrière. Est-ce qu'on a une bonne main pour hero call? Est-ce qu'on fold et on passe à autre chose? Moi, franchement, je fold, je passe à autre chose. Ok. Personnellement. Tu gardes tes 50 blindes. Après, on conserve un bon tapis. Je suis à 48. Okay. Voilà. J'aurai des meilleurs games. Ça m'ennuie un peu d'avoir lâché 8 blindes, mais c'est pas grave. Puisque j'avais déjà cette hantise, moi, qui était partie là-dessus. Là, je maîtrise rien du tout avec cette dame qui tombe. Donc, moi, je lâcherai l'affaire personnellement. Ok, comment? C'est compliqué de lui trouver un bluff quand même, là. Parce qu'en fait, la dame, ça fait rentrer des semi-bluffs de la turn. Et c'est compliqué de lui trouver un bluff à part un genre. Même pas 5-6 suits, est-ce qu'il va open UTG? Non, tu veux pas trop des petits suited connecteurs, ça joue très mal sous ICM. Donc en gros, il va. Genre, est-ce qu'il a quoi? C'est quoi son bottom de roi X qu'il open? Genre des rois. Même pas roi 9 suits, hein, c'est le bottom, j'imagine. Non, roi 10 suits. Il pourrait. En limite, un roi X, c'est plus intéressant à open. Parce que ça peut bloquer. Il joue à Damo, quand même, les gars. Parce que là, je vous entends raisonner, il joue à Damo, il y a 6 millions. Ça, vous ne pondérez pas ça quand même? Après, lui. Il joue un des meilleurs joueurs du monde. Ouais, mais après, on n'est pas un joueur. On n'est pas un joueur qui
scared money, quoi. Ouais, Là, au niveau de l'argent, on n'a pas. Évidemment, il y a de l'argent mais on n'a pas une pression. On n'est pas un joueur qualifié, par exemple, qui va là vraiment jouer 2 as de roi. Ok. On va quand même jouer des cartes. Donc, clairement, je serais pas étonné ici de temps en temps voir roi 6 suit, roi 5 suit. C'est pas impossible. Après, il y a des joueurs qui vont jamais l'open dans cette situation. Ça, c'est certain. Au niveau des as 6 suités, on en a beaucoup. Je pense qu'on va prendre la majorité de nos as suités. Et as off, je suis pas sûr qu'on aille vraiment en dessous de as 10 ici, par contre. Du coup, ici, on peut avoir des bluffs, c'est pas genre des as 8 et des as valet, des trucs qui peuvent bloquer un peu la straight. Ouais, bah c'est vrai qu'en bluff, parce qu'après il y a roi valet qui connecte, Ouais, en dame fait, valet qui fait une paire. et il faudrait tourner une main en bluff ici, et genre un 7 et 8 suit qui pourrait tourner en bluff turn. Je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs, il n'y a aucun intérêt. Ouais, il non, aurait tu vas pas- call IP. Donc non, je pense que Et même à suite, enfin tu vois, au final à suite sans les trèfles quoi. Tu peux raise à la limite si tu as envie de raise, tu vois. À suite avec les trèfles, tu vas call si tu l'as. Je pense que tu vas pas raise. Ouais, et même à suite sans les trèfles, genre à suite avec l'as de trèfle. Bah, c'est un carpot en plus turn, tu vois. Un carpot sous ICM, t'es Et c'est content surtout quand même lui, de raiser ton équipe. il a clic. Il avait fait un Il a espèce fait de clic. 2.5. Donc en gros, il cherche pas il y a genre j'ai pas de fold d'équité. Bah, C'est ça qui est un peu quoi. Non, c'est que c'est des bluffs qui vont raise turn pour. En fait, c'est des bluffs en 2 street. Ici, quand il raise Ouais, 2.5, tu vois. Alors, on a Alors, Ramesh messieurs. qui est parti pour fold. Moi, je fold. Ok. Quelle main tu lui donnes à Yinan? Franchement, là, d'après moi, il a dû partir, je pense. Soit il a 2 trèfles, soit il a une petite paire. Et je pense que jusqu'au bout, moi, je suis dans l'incertitude absolue parce que je suis chip leader. J'ai 6 millions. Et franchement, je le verrais bien, par exemple, sur un truc du style roi 9 à trèfle. Ok. C'est où je le verrais même sur un dame 9 à trèfle. Ah, Ça ne ouais. me surprendrait pas parce que je pense qu'il y avait cette idée de quinte backdoor ou dame 8 à trèfle me surprendrait pas non plus. Ok. Après, une dame valet. Donne-moi une main. Le but, c'est de deviner. Alors, franchement, s'il y avait un truc, moi je vois 2 trèfles. Après, si je dois deviner, comme il a fait all-in Ouais. et qu'il fait all-in en fin de course, tel le bourrin moyen, je me dis, il va me faire prendre une décision de suicide. Donc, je le vois pas si fort que ça, pour être sincère avec vous. Ah, mais tu te couches, tu me dis. Mais je me couche. Ouais, mais moi, tu sais, il y a des fois où je sais que je suis plus fort, mais je me couche parce que là, Par j'estime respect. que. Non, le risque est démesuré. Non, c'est pas par respect parce que ça me vénère, Ok. mais c'est ce qu'on appelle vénère calme. Ok. J'ai encore beaucoup de thunes, j'ai beaucoup de blindes, je préfère Conserver mon tapis. plus batailler sur notre main. Donc, pour répondre à ta question, Allez. franchement, je serais pas surpris qu'il ait un truc qui ressemble à dame trèfle. Voilà. Je le vois bien sur 2 trèfles et qui, jusqu'au bout, il se dit, allez, mort pour mort. Alors, dame 8 de trèfle, un truc comme ça. Quoi. Ouais. Ok. Comment je Putain, j'ai aucune idée. Franchement, je suis perdu. J'ai envie qu'il ait un bluff et pourtant il va tout le temps me montrer, je sais pas, roi valet de trèfle ou un truc comme ça. Mais Ah, mais attends, moi j'ai dit que je savais pas, il m'a forcé à répondre, Chichi. non, donc, non, mais je vais. T'inquiète pas, il va me forcer à répondre et répondre à côté. T'as foldé, Nico. J'ai foldé. T'as foldé ou t'as call? Allez, je fold moi. Et Fold et une main. roi valet de trèfle. Les on nuts. est 2 à folder. Hein. Attends, non, je reviens. Ah, Parce que tout à l'heure, quand j'ai annoncé je sais pas, j'ai eu un petit feeling là quand j'ai annoncé le as valet. Ah, il y a changement. As valet avec l'as de Je trèfle. connais les changements. Les changements, c'est rarement bon signe. ouais. On a tanké, on est Michael Et toi, Adamo, alors on a fini par. moi, je me couche. Voilà, ah ben, on est tous les 3 à se coucher, mine de rien. Ah ouais, moi, Bah ça va, je suis pas si fiche que ça. je me couche. Moi, en vrai turn, déjà, je suis pas content. Et tu penses qu'il a quoi? Ah bah on Hein le sait. Moi, ici, moi, je me couche. Moi, je me dis qu'il a 2-9. Allez. Tu sais quoi, j'ai failli l'annoncer, espèce de bâtard. Ah, j'ai failli l'annoncer, je suis dégoûté. Ah, non, mais j'ai pas dit. Forcément, on se couche. je te jure, j'ai failli On a dire été à de Dabo, neuf. on a foldé, mais on va quand même découvrir la main Allez. de Yinan. Et Yinan, il avait De 9. As valet. Allez Sans Oh pas le trèfle, il avait pas l'ex. Oh, le changement. Je pense que. Ah, j'avais un read. Quel mytho. Ah, t'as un bon rythme, mais n'empêche il que a- tu foldes quand même. Le ride il m'a vu rentrer la main. Ouais. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, parfois tu peux. Mais t'es un mytho. Mais t'as vu, là, j'en réponds une bonne par C'est vrai, siècle. bravo, c'est vrai. Et il va dire que je triche en plus. C'est faux. Non, bravo, mais tu vois quand même que tu foldes. Tu vois, même si tu sais à un moment donné qu'il peut avoir, tu vois, telle main, Il y a tellement peu de bluff ici. Ben C'est voilà. dur, hein. tu vois, c'est compliqué. Non, mais alors, moi je paye juste parce que le moment où j'ai dit As Valet, je sais pas, j'ai Mais senti que j'ai dit Ce un qui est, truc. ce qui est mais compliqué, c'est qu'il y a peu de bluff, mais il y a aussi peu de value parce qu'il n'y a pas beaucoup de mains Qui ont vont envie de déjà raise river. turn, mais qui ont envie de raise turn déjà.
Mais Parce c'est ça. que imagine, t'as pour deux moi, il y a rois deux- ici. Pour moi, il y a deux. Non, mais là, pour moi, tu les exclus complètement tous ces mains-là. Je pense qu'il n'y a pas tout ça. C'est Brelan de paire et C'est ça. c'est pour ça que je pensais à Il y en a pas 2-9 aussi. 2-9, ça fait c'est la main c'est les mains qui font un peu sens. Et en vrai, est-ce que 2-9, t'as pas envie de raiser un peu plus cher turn, de faire un espèce de click-back? Tu peux pas trop avec ton stack. T'as déjà mis un quart ton stack au milieu, mais en vrai, quand tu raises d'un. Ouais, mais alors est-ce que on peut, Compliqué, hein. genre vraiment, on peut pas jam turn? Non, ça fait beaucoup. Un problème de jam turn, c'est que tu jam pour faire fold en fait. Il y a rien qui te colle. Ouais. Ouais, parce Juste qu'il y a click. des draws et tout. Ouais. Bah, en plus, c'est lui qui a toutes les quintes, donc tu te fais Ouais, call ouais. par quinte. Ouais. Et à la limite, bon, quand il a brelan en dessous, voilà, mais tu te fais pas call par grand chose, donc je pense Ouais. pas que tu t'aies des jam turn. Voilà, Ok. pour cette petite partie technique. Et bah merci beaucoup. Merci pour le Et learning. c'est d'ailleurs Yidan qui gagne le tournoi. C'est lui qui a gagné le tournoi. Voilà, bravo à lui. D'accord. Tu vois, on en a bien fait de. Bah, il a poussé le curseur, mais là, bon, quand même, faut en avoir dans ce slip. Quand il y a 6 millions. Ce bluff, faut à se valer, le caler. Hein. Faut l'assumer. Hein. Faut le Ah caler. ouais, faut avoir les balls. Parce qu'Adamo, il Ouais. a tanké longtemps. Genre, vraiment, il réfléchissait Et en vraiment à plus, c'est call. marrant Bah parce ouais. que c'est pas quelqu'un qui aime se coucher. Tu vois. Non, pas du tout. C'est un mec il aime pas se coucher et. Il lui a chaud le bluff. Ah ouais. Il a chaud le bluff et Adamo, il a rigolé. Et il a dit, bah bravo quoi. Il a rigolé. C'était cool. Bon, super. Ramesh, merci beaucoup d'avoir été. Bah, avec merci nous. à vous. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai même pas vu passer le temps. Je vois que dehors il fait nuit. 1h40. Waouh. Voilà. Tu vois, c'est bon. Ça nous fait plaisir. Franchement, que du plaisir. Hein. Franchement, un grand merci à vous. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Où Merci est-ce pour qu'on l'invite. te retrouve prochainement? Alors, on peut te retrouver Ton actu. dans ton actu, c'est quoi? Écoute, pour cette année, je vous dis, je pousse à fond. Professionnel ou autre? Ce que tu veux. Bah, Même écoute, poker. là, je te dis, je suis sur le numérique souverain. Après, là, on essaie de voir comment avec l'IA, on essaie de développer des opportunités. Et bah, écoute, voilà, il faut bien vivre. Aujourd'hui, je suis là-dessus. Dès que Demain. je pense que demain, si je gagne plein d'argent ou si j'arrive à la retraite ou je sais pas quoi. On te verra sur le 25 000. Mais ce qui est sûr, c'est que on fera beaucoup de poker. Ça, c'est certain. Mais vraiment par plaisir, le 25 000. Bah, écoute, Pourquoi pas écoute, On je me le commence souhaite. On te le souhaite, on te le Eh, souhaite. je me le souhaite, comme dirait l'autre. Et puis sinon, continuer à jouer de temps en temps. J'espère que voilà, on va rentrer dans un monde normal en France là-dessus et que les choses vont pouvoir se renormaliser. Et puis sinon, on va voir comment on peut malheureusement trouver un ou deux events un peu sexy qui arrivent, je t'as- crois, du côté. Ouais, regardez un il y a petit peu, là, ouais, Aix-en-Provence, ce que il y a tu la peux finale. Voilà, il y a 2-3 trucs en dehors de Paris, peut-être un peu plus loin même que la France. Faut regarder un peu comment on peut prendre un peu de plaisir, voilà, parce que on aime bien ça. Une question que je t'ai pas posée, que j'aime bien poser en fin d'émission. Juste, c'est le petit moment point pop culture. Si tu avais un livre à nous conseiller, ton livre de chevet vraiment favori, c'est quoi? Écoute, bon, je vais pas faire la pub pour ce que j'ai écrit, parce que c'est un livre pour les mecs qui viennent de nulle part. Et c'est un truc qui est plutôt fait pour leur dire, les gars, voilà le bon mindset. Est-ce que j'ai un livre en particulier que Ou alors j'adore Ton un livre du livre qui t'a- moment. Ou ton livre du moment, sinon. ou un livre qui t'a marqué dans la vie, qui fait partie vraiment un peu les- Écoute, un livre qui m'a marqué dans la vie, j'aurais du mal, j'adore lire, je lis régulièrement. Actuellement, je lis les travaux d'une chercheuse qui fait les liens entre le temps de cerveau et disponible et les mauvais usages. Je lis en même temps un livre sur la relation entre le colonialisme et le capitalisme. Tu lis deux livres en même temps? Ouais, j'aime bien lire Ok. plusieurs livres, mais on est plein à faire ça. Hein. Je trouve que c'est toujours intéressant. Peut-être le deuxième que je recommanderais, parce que franchement, il permet de comprendre dans quel monde on est et comment les technologies, finalement, vont nous rappeler à quel point on est tous quelque part des esclaves d'une entité, d'un processus, d'un groupe de personnes, et que finalement, ce processus de colonisation, que ce soit des territoires ou des esprits, est plus que jamais présent. Et donc, il faut faire bien attention à préserver nos réseaux de neurones, parce que tous ces grands groupes technologiques, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à accaparer pas seulement notre attention maintenant, mais nos systèmes neuronaux, c'est-à-dire nos systèmes de décision, nos systèmes d'émotion. Et comme ils ont compris qu'on fonctionne beaucoup par émotion, ils sont en train de s'attaquer à ça. Donc voilà, c'est toujours, moi, ça me permet un peu de bien voir d'où on est parti, où on est, et finalement, est-ce qu'on a autant évolué que ça, c'est pas brillant. Donc c'est quoi le titre du bouquin là? Esclave et capitalisme. Putain, ça donne. C'est- Ouais, Ouh mais là. c'est un bon travail de chercheur. Et je pense ce qui est intéressant, c'est d'avoir pris le risque de dire ça. Qui s'attaque au capitalisme aujourd'hui?
Parce que le capitalisme, c'est aussi beaucoup de bienfaits. Faut dire les choses. Hein. C'est les jobs, c'est la paix, c'est le mode de vie, c'est notre confort. Mais c'est aussi beaucoup de choses qui sont pas dites. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et si on devait terminer sur ton film du moment ou ton film culte. Oh, j'en ai plein, moi. Tous les films de science-fiction. Moi, j'ai bien aimé récemment Dune 2, là. Ok, ouais, clairement. Franchement, j'ai trouvé qu'ils ont bien bossé. Au niveau série, d'ailleurs, il y a Dune Prophétie, avec l'histoire des Bene Gesserit. Franchement, ils ont assuré. Je me suis dit, c'est une tarte à la crème. Qu'est-ce que ça va être? Mais en même temps, je regarde. Comme je suis un peu fan de SF, j'aime bien comprendre. Franchement, respect. J'ai hâte de voir la suite. Donc non, il y a pas mal de choses qui donnent envie. Dune 2. Merci beaucoup Ramesh. Merci. Nous on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci Gab à la technique, Steven derrière les manettes. Et puis voilà, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Ciao.